Ah, si, il y en a un là-bas. Je te le valide. Je te valide. Qui a déjà greffé en sauvage? En sauvage. Et les autres, du coup, c'est en pépinière. Ah, en sauvage. En sauvage, ouais. C'est soit en pépinière, soit en sauvage. Ok. Bon, bah écoutez, bah, du coup, il y a pas mal de néophytes. Et est-ce qu'il y en a qui sont là par hasard et qui n'ont aucune idée de ce que c'est la greffe? Et limite, ils ont même une petite tendance anti-greffe. Pas à ce point. Des fois, j'en ai des anti-greffes. Et il y en a qui savent pas du tout, qui savent pas trop ce que c'est, etc. Non, ça va. Il va falloir réagir, hein, sinon ça va être fatigant. Ok, bon, bah, ça va être assez simple. C'est pourquoi on greffe, qu'est-ce que c'est la greffe, et bah, du coup, comment on greffe. Et après, c'est tout fini. Tac, première question. Qu'est-ce que c'est la greffe? Pourquoi on greffe? C'est vous qui allez répondre. Pourquoi on greffe? Pour avoir des bons fruits. Pourquoi si on ne greffe pas, on n'a pas de bons fruits? C'est une façon de créer une multiplication végétale, de reproduction végétative. C'est-à-dire qu'on a un pommier là-bas qui nous intéresse. Quel est notre moyen de récupérer ce pommier et de le faire pousser chez soi? On a quoi à notre disposition? Bouture. Est-ce que ça marche toujours, la bouture, avec des arbres fruitiers? Ça dépend, c'est assez compliqué. Sur les pommiers, ça dépend le pommier. Il y en a qui sont sympas et qui veulent bien, d'autres qui veulent pas. C'est pas toujours facile la bouture. Et autre désavantage de la bouture, vous savez? C'est un clone. C'est un clone. Après avec la greffe c'est pareil, c'est un clone aussi. Mais quel est le désavantage d'avoir un clone? Système racinaire. Ouais, on reviendra là-dessus. C'est quoi le désavantage d'avoir des clones? C'est la maladie. Les maladies, c'est-à-dire que si on a un verger avec 600 pommiers, toute la même espèce, c'est un peu chiant quand même. Et toi tu nous as parlé de système racinaire. Donc c'est quoi le problème du système racinaire avec les boutures? Bah, souvent le plan n'a pas forcément un aussi bon système racinaire qu'un plan sélectionné pour ça. Ok. Et pas forcément racine pivot en fonction si on fait depuis un semi ou pas. Voilà. Tu peux redire s'il te plaît? Ouais, je vais même dessiner. Waouh! J'essaie de trouver des couleurs qui correspondent. Alors, je commence à avoir beaucoup de choses dans les mains. Un arbre, quand il pousse, on part d'un pépin ou d'un noyau. Il va lancer une première racine qu'on va appeler la racine pivot. Ah, enfin ça suffit. Donc c'est la racine pivot qui est assez pas traçante du tout, elle est pivotante, elle descend assez en profondeur et elle a une capacité à aller chercher des ressources en profondeur. Quand on fait une bouture, on prend un petit bout de bois qui va faire plein de petites racines à ce niveau-là, mais qui n'ont pas cette capacité à aller chercher les nutriments, l'eau, les ressources en profondeur. Donc quand on passe par la bouture, on a un petit souci, c'est qu'on a des arbres qui sont en théorie plus fragiles. Est-ce que c'est vrai tout le temps ça? Pas forcément, parce que parfois les systèmes racinaires nous font de nouveaux pivots. Voilà. Dans certains cas. Donc dans certaines conditions, on arrive à avoir des racines qui replongent de manière pivotante. Et on perd du temps. On peut perdre du temps, ça dépend. Et autre chose que j'ai obligé de préciser, on va revenir sur la première diapo, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fous là. Donc moi c'est Clément Fleit. Je suis pas loin de Montpellier, donc c'est le cagnard. Sécheresse en général. Cette année, ça va, on est assez épargné. J'ai un terrain en friche avec beaucoup de porte-greffes sauvages, de fruitiers sauvages. Et dans un endroit où quand on plante un bâton dans le sol, eh bien, ça reste un bâton dans le sol, ça ne devient pas un arbre, contrairement à d'autres endroits. Et quand je parle de greffe sur fruitiers sauvages, je fais ça avec une association qui s'appelle Paysarbres. Et voilà, on partage des savoirs, notamment autour de la greffe, mais on fait aussi la plantation de haies, on fait 10 km de haies par an, on fait plein de choses super avec cette association. Et voilà, donc il faut réfléchir à mon contexte, c'est que moi, je suis un endroit, c'est le cagnard, et quand on met un arbre dans la nature, on va dire 9 fois sur 10, il crève. Après, on peut les bichonner, on peut les chouchouter, on peut arriver à les garder en plus, et on en parlera.
Mais en tout cas, voilà, il faut voir avec cette vision-là. Donc on a dit pourquoi on greffe. Déjà, on a dit c'est garder, multiplier une essence, une variété. Avec le problème, c'est qu'on a un clone. Et là, je vous présente Julien Cosiol. Bravo! Je vais vous présenter 2 secondes. Ouais. Julien, donc, oui, pépiniériste du sud du Tarn, donc greffeur au long cours. Tout type de greffe, surtout greffe de production, du coup, pour ceux qui connaissent un peu. Greffe à l'anglaise compliquée, principalement, écussonnage en ce moment. Voilà, du coup Julien aussi, sinon papa heureux. Et voilà. Du coup, voilà, et Andy, si je te passe le micro, tu vas jamais me le rendre. Du coup, tu veux que je te donne le micro une seconde avec nous? Je faisais le début et je présentais mes guest stars. Du coup, Andy Darlington, c'est la personne qui m'a appris à greffer. Et du coup, il est en guest stars aujourd'hui. Je te laisse te dire 2 secondes ce que tu fais. Allez, aussi Julien. Ça y est, Julien s'est présenté, c'est bon. Bon alors, je sais pas où T'as tu 1 en es. minute. Bon, j'étais formé par un pépiniériste dans l'Aude dans les années 80. Et lors des premiers essais de greffe, il m'a donné du bois à tailler. Il m'a dit vas-y, greffe sur les aubépines. Et je suis allé sur les aubépines et il m'a donné du néflier. Et j'ai greffé, j'ai commencé à faire des petits greffes sur les aubépines en pépinière. Seulement, il m'a donné que les haies, les bords du champ, où poussaient les aubépines, parce que le milieu du champ, c'était la pépinière extérieure. Et ces greffes ont fonctionné, j'ai appris à greffer, tout ça. Et quand je lui ai évoqué l'idée que j'avais de greffer des arbres partout dans la nature, des arbres sauvages, mon maître de stage, il m'a dit, ça ne marchera pas. Et pendant longtemps, on a essayé de prouver que ça marchait. Et lui il disait non, mais les arbres ici, ils n'ont pas de vigueur, ils ne poussent pas. Et effectivement, la greffe prend, mais au bord de parcelles, sous les chênes, dans la caillasse, ça prenait, mais après ça ne poussait pas. Il a fait raison. Voilà, n'en dis pas plus, et on va garder ça pour la fin. Allez. C'est quand même fin. Asseyez-vous. Petit à petit. Asseyez-vous. Et non, parce qu'après, si on le lâche, si on le lâche, après, il parle de moutons et de tout. Du coup, l'idée, je présente la greffe, etc. Et à la fin, on fait un échange. On arrive à ce que tu as développé. Je te refile la parole. Pour l'instant, je vais rester généraliste. Mais voilà, donc Andy, qui m'a appris à greffer il y a 6, 7, 8 ans, un truc comme ça. Et voilà, donc on en était à la greffe, multiplication végétative, on crée des clones. On va rembobiner un peu le film. Et on va réfléchir à comment on fait pour avoir un arbre chez nous, dans notre jardin. On a vu du coup la bouture, on a parlé vite fait de la greffe. On va essayer de parler un peu des autres méthodes. Vous pensez à quoi? Noyau, pépin, semis. Alors, quel avantage, quel inconvénient, noyau, pépin, semis? Je ne sais pas ce qu'on va vous dire. C'est comme les arbres francs. L'avantage, c'est qu'il a la caractéristique génétique de ses 2 parents. Donc, il n'est pas forcément fidèle à son maman. Voilà, tout le monde est d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand on part d'un noyau ou d'un pépin, on a un arbre, on n'est pas sûr de savoir quelle va être la caractéristique du fruit. C'est surtout vrai pour tout ce qui est pépin, c'est-à-dire pommes, poires, etc. Pour les noyaux, on dit que c'est un peu moins vrai, notamment pour la pêche, l'abricot et la prune. Pour la cerise, en général, ça fait soit la guigne, soit du merisier. Et pour l'amande, ça finit souvent en amande amère. Voilà, les pépiniéristes peuvent me confirmer, m'affirmer. Je confirme. Si je me trompe. Donc, et tu as dit autre chose, tu as dit franc. Franc, ça veut dire que on a ce fameux système racinaire qui est super puissant. Donc dans certains cas, c'est un super avantage. Par contre, quel est l'inconvénient des francs? Mise à fruits tardifs. Grande vigueur. Vigueur énorme. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des arbres qui sont super rangs. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres moyens de faire
Marcotage. Marcotage, c'est une sorte de bouture. Vous voyez ce que c'est, marcotage? On prend une branche, on va la mener au sol, ou alors on fait un marcotage en l'air. En fait, on met une branche au contact de la terre, et on reproduit une bouture. Donc on a toujours un clone, mais et un système racinaire un peu pourri. Du coup, la greffe, le principe est assez simple, c'est d'utiliser le racinaire d'un individu pour y coller dessus un arbre qui nous intéresse. Quel est l'historique de cet arbre? On va prendre la Granny Smith, parce que je connais l'histoire de la Granny Smith. Quelle est l'histoire de la Granny Smith? Par exemple, vous voulez une Granny Smith chez vous? Absolument. Comment vous faites? On demande à un professionnel. Ouais. On demande un greffon. On demande un greffon. Vous allez voir Julien, vous lui dites je voudrais un arbre. Non, j'en ai pas. C'est trop acide, j'aime pas. Prenez un pépiniériste qui en a. Et il vous vend un arbre. En fait, ce qu'il vous vend, c'est un arbre qui est déjà greffé. C'est-à-dire que lui, il a fait son porte-greffe et il a greffé une Granny Smith. Mais d'où vient le greffon de ce pépiniériste? D'un pied mère. D'un pied mère. Lui, il a récupéré le greffon. Donc, le greffon, ça va être la partie du bois qu'on prend et qu'on va mettre sur notre porte-greffe, soit là, et qui va pousser, qui va nous donner notre arbre. Voilà. Mais ce greffon, il vient d'où? Il vient d'un arbre mère. Et cet arbre mère, il vient d'où? D'autres arbres mères. D'un autre arbre mère, d'un conservatoire. Jusqu'à l'origine. Jusqu'à l'origine. Donc pour la Granny Smith, ce qui se passe, c'est que c'est une mamie en Australie qui, dans le fond de son jardin, elle avait un pommier qui était vert. Les fruits mûrissaient mais restaient verts. Ce qui était intéressant parce que les oiseaux, du coup, ils n'allaient pas les bouffer, donc c'était intéressant. La pomme était sucrée, suffisamment. Et cette nana s'appelait Granny Smith. Donc il y a 200 ans, il y a un arbre qui a poussé, qui a fait un petit pépin. Pouf, pépin, arbre franc, pouf, tac, tac, tac. Et depuis 200 ans, 300 ans, je ne me rappelle plus de quand ça date, à chaque fois l'arbre, on prend le bout de l'arbre et on vient le mettre sur un porte-greffe. Ça redonne notre arbre, on prend le bout de l'arbre et ainsi de suite. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Donc, déjà, c'est incroyable, les arbres sont immortels. Mais par contre, Il n'y a pas de diversité. voilà. Il y a un piège. Pardon? Il y a un piège, c'est qu'à force de trop greffer, on ne sélectionne plus par voie Voilà. naturelle. En gros, c'est-à-dire que les arbres qu'on a, genre qu'on a de la Granny Smith en Europe, aux États-Unis ou en Australie, c'est le même arbre, c'est le même individu. Bon, je vous mens, mais c'est le même arbre, c'est le même individu. Ce qui fait qu'un arbre qui est adapté aux conditions pédoclimatiques, pathogènes, etc., d'il y a 200 ans, 300 ans, donc les pathogènes, genre les virus, les bactéries, ils ont le temps de s'adapter à la Granny Smith. Maintenant, ils commencent à la connaître. Et donc maintenant, ils savent l'attaquer. Voilà, donc, problème du clonage. Et je vous ai dit que je vous ai menti, en fait, c'est parce que les arbres ont quand même une capacité à un petit peu changer leur génome au fur et à mesure où ils poussent. Ce qui fait que maintenant, on considère qu'on a 3 Granny Smith différentes dans le monde, qui sont légèrement, génétiquement légèrement différentes. Voilà, donc là, on a à peu près le principe de la greffe. Et on va revenir aussi au boulot du pépiniériste. Alors, quel est le métier d'un pépiniériste? Il mange des pépins. Il mange des pépins. C'est à peu près ça. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les pépins, le pépiniériste? Donc à la base, il fait de la sélection. En théorie, un pépiniériste, mais maintenant, ceux qui ont vendu leur âme comme Julien ne le font plus, je rigole. Ils prennent des pépins. Tu veux dire ceux qui veulent en vivre? Ouais. C'est ça. Ah, d'accord. J'aurais bien aimé pour ta conf sur l'installation agricole. Ta conf sur l'installation agricole. Donc il sème des pépins un peu partout, des pépins, des noyaux, etc. Il va sélectionner des variétés qu'il trouve intéressantes. Il dit tiens, là j'ai une jolie petite pomme rouge qui pousse dans le talus là-bas ou un vieux l'a abandonné. Je vais l'appeler la merveille de Julien, la merveille de Julien. Pouf, il va mettre un bourgeon ou 3 petits bourgeons dessus. Hop, il y en a un bourgeon qui va sélectionner pour faire un arbre. Donc il fait ça en hiver ou alors il fait la greffe maintenant.
il va attendre une saison, il vous arrache l'arbre, et il vous le vend, 20 €, cet escroc. 22. Ça dépend lequel. Donc ça, c'est un pépiniériste traditionnel. Sauf que maintenant, les pépiniéristes ne font plus ça. Qu'est-ce qui a changé? Il ne faut plus de pépins. Ils font plus le pépin, ils font quoi? Ils achètent des porte-greffes. Ils achètent des porte-greffes. Et ces porte-greffes sont faits comment? Par un pépiniériste, un vrai. Cartonnage. Alors malheureusement, bien souvent, ça se fait pas trop comme ça dépend. Il y en a qui sont faits par pépin et souvent c'est fait par bouture, genre dans des conditions exprès, etc. Et ce qui fait qu'on a un porte-greffe qui ressemble pas à ça, et qui ressemble plus à ça. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais le souci, qui n'est pas forcément un souci, c'est que quand vous allez chez votre vieux pépiniériste traditionnel et qui vous déterre un arbre comme ça, et que l'autre pépiniériste vous déterre un arbre comme ça, il y en a un, vous avez juste une petite carotte au bout de votre arbre, et là vous avez un beau chevelu racinaire. C'est quoi le plus intéressant? La carotte pour aller chercher l'eau. Et les nutriments. On est sûr ou pas? Les deux ensemble, c'est bien. En fait, c'est compliqué une carotte parce qu'au final, toutes les radicelles là, quand vous les arrachez et tout, il n'y a plus grand chose. Donc vous faites un joli trou de plantation. Si vous êtes généreux et pas trop extrémiste sur la matière organique enterrée, vous mettez du terreau. Moi, c'est ce que je fais. Et votre carotte là, vous l'avez coupée ici, elle va faire des petites radicelles comme ça, mais elle va avoir du mal à explorer votre trou et aller chercher la matière qui est dedans. Et au final, cet arbre-là qui a un beau chevelu racinaire, lui, il va arriver facilement à explorer le trou, à aller chercher la matière organique que vous avez, le gros trou, etc., à l'explorer. Donc en fait, limite, quand vous allez acheter un arbre chez un pépiniériste, c'est intéressant d'avoir un chevelu racinaire. Vous pouvez me dire si vous n'avez pas le même avis, toi, je te vois. Ah, moi j'ai carrément pas le même avis. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Il va pas avoir tendance à tourner, justement. Tout dépend. Ça dépend si tu te le vends en pot, c'est le risque. En général, ça dépend des pépiniéristes. Moi, le pépiniériste avec lequel je travaillais, il faisait ses semis, il déterrait pour couper le pivot, il les replantait, il les greffait, et souvent il redéterrait une fois, il taillait les racines et il les replantait exprès pour faire un beau chevelu racinaire. Voilà. Par contre, le souci, c'est que quand on accueille chez soi un arbre avec un gros chevelu racinaire, on a ce manque-là de capacité pivotante de votre arbre. On va manquer d'eau. Ouais. Et effectivement, c'est qu'il va explorer en surface, mais il ne va pas être capable d'aller explorer en profondeur. Comment on fait? On sème sur place. On recrée les niveaux. Pardon? Quand on les prend jeunes, à 1 an maximum, Oui. ils ont cette capacité à aller faire un arbre, des racines plus grandes. Il faut des racines nues, c'est ça? Il faut les acheter avec... Ouais, déjà, il faut prendre des racines nues de manière générale. Les arbres en pot, c'est souvent les arbres qui gardent leurs feuilles. Et tu es obligé de les acheter en pot. Il faut faire gaffe parce que les racines ont tendance à tourner. Donc quand tu les transplantes, faire gaffe à ça. Non, mais en gros, la solution, c'est ça dépend. C'est ce qu'il faut dire chaque fois quand on parle d'agriculture. C'est qu'en gros, dans certaines conditions, un arbre est intéressant, dans d'autres, un autre. Et moi, là, je vais un peu digresser. Mais le pépiniériste avec lequel je bossais, je récupérais ses porte-greffes où il avait loupé la greffe 2 années de suite. Donc on avait des arbres super balèzes. Et pour les déterrer, il fallait les déterrer à la mini-pelle. Donc on avait un chevelu racinaire, mais énorme comme ça. Chez moi, je mettais un gros coup de taille à l'arbre, mais ce que je fais toujours, je mets un gros coup de taille à l'arbre, je le plante dans un gros trou, si possible fait à la mini-pelle aussi. Et l'arbre, il va explorer à fond, à fond, à fond. Et au final, j'ai un meilleur résultat avec ces arbres qui ont 3-4 ans et un système racinaire super chevelu, super traçant, mais énorme, et avec un gros coup de taille, qu'avec des arbres où j'essaye de bien faire attention, prélever le pivot et tout ça. Quand je dis j'ai un meilleur résultat, c'est-à-dire que ceux avec un chevelu racinaire, j'ai besoin de moins les arroser en été, ils font moins la gueule, et ils deviennent autonomes plus vite. Voilà. Mais tout dépend, j'ai un sol qui n'est pas très profond, donc c'est-à-dire que quand mon pivot il touche la roche-mère, ben, il est un peu comme un con, alors que ceux-là arrivent vite à explorer une grande surface. Donc dans des sols profonds, peut-être ma remarque n'a pas de sens. Quoi.
tu vas me faire la gueule, toi. Voilà. Du coup, on a vu un peu les différentes manières de faire des arbres. Et une des manières que j'aime bien, moi, c'est implanter un arbre fruitier, soit avec du semis, c'est un peu long mais ça marche, et soit voir ce qu'il va donner comme fruit, soit le greffer quand je le vois assez autonome, etc. Allez, on va voir un peu la greffe. Ça, cette image, c'est dans un vieux bouquin où c'est la façon dont les Grecs imaginaient la greffe. Ils imaginaient que quand on greffait un arbre, le greffon envoyait ses racines à travers les racines du porte-greffe pour aller chercher ses propres nutriments dont il avait besoin. C'est faux, on est d'accord. Voilà, mais bon. C'est sympa. L'idée, c'est plus ce qu'on voit là-haut. Donc le cas classique, c'est ça. C'est on a un porte-greffe, quelque chose qu'on va appeler le greffon, on va faire une espèce d'emboîtage, et c'est à partir du greffon que l'arbre va se reconstituer. Du coup, les fruits, c'est quoi? On a les fruits, un mélange des deux, ou je vérifie juste pour voir si c'est les fruits. Les fruits, ça sera quasiment, pour l'instant, on va dire, ça va être qu'exactement les caractéristiques de... voilà, une question? Si je peux me permettre, il paraît que certains porte-greffes ont une influence sur le goût par la suite de certaines variétés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais vaut mieux, pour l'instant, dire que non. Mais c'est vrai que les porte-greffes ont une petite influence. Donc c'est ce qu'on va voir. Là, je vais résumer pourquoi la greffe. On va regarder un peu plusieurs caractéristiques. Donc tout à l'heure, on a parlé d'arbres francs. Donc on a dit ça fait des arbres immenses, etc. Un autre outil qui peut être la greffe, c'est de réduire la taille des arbres. C'est-à-dire qu'on va avoir des arbres, des porte-greffes dits nanifiants. C'est-à-dire que votre arbre, vous allez le greffer sur un porte-greffe qui n'est pas très vigoureux, et votre arbre sera un peu plus petit. C'est assez pratique quand on a des petits jardins, qu'on veut mettre plusieurs arbres, ou qu'on veut une production plus rapide. Tac. Ici, j'ai plein d'autres raisons pour greffer. Ça peut être résistance à des parasites, résistance à un type de sol. Par exemple, si vous avez un sol très calcaire et que vous voulez des pêchers, il faudra absolument mettre votre pêcher greffé sur un amandier. Ça peut être résistance au froid, ça peut être effectivement la qualité du fruit. On peut changer la qualité du fruit. Voilà. Là, vous avez les sources d'où j'ai piqué les trucs. Voilà, il y a plein de petits... il y a plein de raisons de faire des greffes. Mais la raison principale pour moi, ce n'est absolument pas d'avoir un arbre... comment dire, bon, je vais reparler à l'envers. La vision qui m'est propre et celle partagée par Andy, l'idée c'est pas je veux tel arbre, qu'est-ce que je vais choisir comme porte-greffe, mais c'est tout à fait l'inverse, c'est à quoi ressemble mon terrain et comment je peux implanter des arbres sur ce terrain. Et je vais vous montrer, je suis passé un peu vite sur cette diapo, pour résumer un peu les différentes manières de mettre des arbres. Ça c'est un peu ce que j'ai fait chez moi, c'est comment, quand on a un terrain en friche, aller vers, à l'époque j'appelais ça une forêt fruitière, maintenant j'imagine plutôt une savane fruitière, il faudrait que je refasse le dessin. Mais l'idée c'est de repérer les fruitiers sauvages, les greffer. Là au endroit où il n'y a pas de fruitiers sauvages, pourquoi pas mettre des arbres de pépinière, parce que les arbres de pépinière au final ils produisent vite, ils sont intéressants et ça donne des bonnes qualités. Et pourquoi pas faire des semis que plus tard soit on greffera, soit on greffera pas. Et là il faudrait que je rajoute au moins une quatrième ligne, c'est-à-dire planter des porte-greffes en place, comme je fais chez mon copain là qui déterre ses porte-greffes et qui mène. Maintenant des fois j'achète des... je fais aussi pas mal de semis, mais quand j'en ai pas assez, j'en achète des petits godets forestiers, c'est des petits arbres comme ça, quand un an, ça coûte 2 € et j'en mets dans la friche. J'ai des meilleurs taux de réussite que mes semis. Voilà. Et là c'est une dégression, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps et je me suis dit c'est intéressant. En gros, il y a des chercheurs qui se sont amusés à greffer, je crois qu'ils ont fait ça sur la patate,
Et en gros, il y avait une patate qui était... alors, moi, je sais plus si c'était... Non, ça c'est de la patate, c'est autre chose. Mais en gros, une plante qui est résistante à un certain virus. Et ils vont juste greffer, mais juste une branche ou juste une feuille à un endroit de la plante. Et ils ont réussi à mettre en évidence que la plante, dans sa feuille, elle va créer des molécules qui aident à résister au virus. Dans le cas là, c'est des ARN de transfert. Donc les ARN sont produits ici, ils vont être véhiculés et ils vont aller ailleurs dans la plante et vont l'aider à combattre le virus. C'est super cool. C'est super cool. Non, mais ça veut dire que... C'est un vaccin? Non, mais on parle pas de vaccin, on va se fâcher. Mais toute correspondance avec la réalité n'est que fortuite. Mais en gros, ça veut dire que potentiellement, si vous avez un arbre entier qui est un peu fatigué ou un pathogène, on peut aller lui greffer une branche qui est résistante et l'aider un petit peu à se protéger. C'est rigolo. Bon voilà, ça c'est la théorie. Hein, et le contraire? Et le contraire est possible aussi, ouais. Qu'on peut greffer des choses qui sont malades sur les trucs sains et les morfler. Ouais, tout à fait, ouais. Ça marcherait avec les légumes? Ben, eux, ils ont fait ça, alors si tu veux, je te retrouverai les trucs, mais en général, ces recherches-là, elles sont faites avec des plantes herbacées, parce que c'est plus facile à faire plein de greffes et d'analyser. Ça, c'est de la patate, où ils sont amusés à greffer au-dessus, greffer en dessous, greffer sur le côté, etc. Et ça, je sais plus ce que c'est. Sur des petites tomates pour le milieu, je crois. Je sais pas. Sur des variétés résistantes. Je sais pas. Donc, du coup, ça pourrait fonctionner sur le pêcher avec la clope, par exemple? Une variété résistante comme porte-greffe? Aucune idée. Aucune idée. Voilà, c'était juste une petite digression qui m'a fait plaisir. Là. Je me suis mis un petit peu à jour de ma bibliographie et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, je vais en parler. Donc, maintenant, on va parler donc comment ça marche la greffe, etc. Et je vais vous passer le bâton du savoir. Alors, ici, vous voyez, imaginez que ce bâton soit vivant. J'ai fait une entaille, là, comme ça, une fenêtre dans l'arbre. Et ici, j'ai fait quelque chose. Et là, j'ai fait quelque chose d'autre. Et là, on voit qu'on a une cicatrisation qui est totale, qui est bien recouverte. Et ici, non. Je vais vous faire passer le bâton et il faut que vous me disiez qu'est-ce que j'ai appliqué à un endroit et qu'est-ce que je n'ai pas appliqué à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, en gros, c'est exactement comme ça, cette image-là. Vous voyez, on fait une encoche dans un arbre. On ouvre. Là, on fait quelque chose. Donc là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça va amener à une belle cicatrisation. Soit on fait rien et on n'a pas de cicatrisation. C'est quoi la différence à votre avis? À votre avis, c'est quoi ça, ce truc blanc? Non, ça c'est l'arbre qui le produit lui-même. Champignon? Non. Résine? C'est ce qu'on appelle un cal cicatriciel. C'est-à-dire que l'arbre, quand on l'ouvre, il a des tissus qui sont capables de pousser. Et dans certaines conditions, ce tissu pousse et régénère l'arbre. C'est-à-dire que là, il est en train de recréer une écorce. Il fait « Ouh là là, il n'y a plus rien, il faut que je pousse à fond ». Et hop, et là, on attend 3 mois. Et on a une petite cicatrice, là, comme on le verra, où le truc est assez propre. Par contre, là, on n'a rien fait. Ça, c'est ce qui se passe naturellement. Vous voyez sur le bâton, on l'observe bien. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu l'as couvert. Pardon? Tu l'as couvert. Couvert. Ah, t'as mis juste un couvert. Voilà. En gros, la différence entre l'un et l'autre, c'est que là, il y a justement eu un bout de plastique. C'est ce qu'on voit sur le bâton, c'est que j'ai enroulé un endroit avec du scotch électricien. Et en fait, quand on fait une ouverture dans un arbre, et si tout de suite on recouvre, on protège de la dessiccation, du dessèchement ou de la lumière directe du soleil, du vent, etc., en fait, on le garde assez humide pour que l'arbre se régénère. Et donc, il arrive à se régénérer. Si on ne fait rien, l'arbre il sèche, et il est obligé de faire ce qu'on appelle un bourrelet, c'est-à-dire qu'il va aller recouvrir petit à petit, mais il n'arrive plus à pousser par l'intérieur. Donc là, on comprend comment un arbre arrive à bien cicatriser. Donc, la zone qui pousse, ça s'appelle le cambium. Vous voyez, quand on regarde un arbre en coupe, ça, on va l'appeler grossièrement l'écorce. Vous voyez là, quand le bois il est bien vert et tout, on le fend, et hop, ça s'épluche tout seul. Et derrière, on va appeler ça le bois de
de cœur ou comme vous voulez. Et l'interface entre les deux, c'est ce qu'on appelle le cambium. C'est invisible, c'est juste quelques rangées de cellules. Mais d'un côté, les cellules, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Et d'un côté, elles font du bois. Et de l'autre côté, elles font de l'écorce. Et c'est comme ça que les arbres grossissent. C'est que par cette micro-petite ligne. Et dès qu'on fait une coupure dans l'arbre, c'est que cette petite ligne qui est capable de pousser. Vous voyez, l'arbre, chouf, est été. Le cambium a poussé, a fait d'un côté du bois, de l'autre côté de l'écorce. Et là, il recouvre la pluie. Tac. On va revoir ça. Vous voyez, dans un certain cas, on coupe en tranches, on a le bourrelet qui avance, et là, on a réussi à faire un cal. Vous avez compris? Voilà. Toutes les greffes jouent sur ce mécanisme, c'est-à-dire comment on stimule la cicatrisation de l'arbre. Et sauf qu'on va faire cicatriser un arbre, pas sur lui-même, mais sur un autre arbre. Ou une plante sur une autre plante. Donc l'idée, c'est d'arriver à mettre en contact cette zone infime, qui est le cambium, du porte-greffe et du greffon. Et quand les deux sont en contact, les deux se disent « Oh putain, je vais me faire couper », les deux commencent à faire un cal, et quand les cals se rencontrent, et que tout est étanche, les cals se créent. Là, on voit assez bien. Donc ça, c'est une greffe prise en coupe régulièrement. Ça, c'est le porte-greffe, fendu. Et ça, on a inséré un greffon dedans. Pouf. On met le greffon. On voit qu'au bout, donc c'est poirier sur poirier, 14 jours après la greffe, on voit que le cal a bien poussé un peu partout. Et là, 25 jours après la greffe, donc on voit le greffon qui est là, qui a mis du cal de tous les côtés, et le cal est devenu des cellules différenciées et a créé une continuité dans tous les organes de la plante. Voilà. Bon, c'est bon, vous savez greffer, fin de la conférence. C'est une blague. Et voilà, donc l'idée maintenant, ça va être juste voir, bon, maintenant on sait comment ça marche la greffe, il faut créer des cicatrices, entre guillemets, l'arbre ne cicatrise pas, mais créer ces conditions qui font que l'arbre va se réparer sur lui-même. Tac, tac, tac. En fait, j'avais déjà prévu tous les autres. Du coup, pour que la greffe elle fonctionne, il faut arriver à garder ce bourrelet hors de la dessiccation. Et il va y avoir plusieurs conditions de réussite. Il y en a peut-être d'autres, on pourra en parler avec Andy et Julien. La première, ça va être la compatibilité. On va aller voir, surface de contact la plus nette et la plus grande possible, qualité des greffons, etc. On va voir chaque petit point. Et on va en discuter. Donc, compatibilité de greffe, c'est-à-dire que si les deux arbres sont identiques, genre vous greffez de la poire William sur la poire William, il n'y a aucune raison que la poire se rejette d'elle-même. Donc vous avez une bonne compatibilité, la greffe marche super bien. Bon, ça ne sert à rien, mais ça marche super bien. Quand on reste dans la même espèce, c'est-à-dire que vous mettez un poirier William sur un Pyrrhus communis, ou un Pyrrhus amygdaliformis, ou des Pyrrhus, il y en a je ne sais pas combien. En général, ça marche bien. Poirier sur poirier, ça marche bien. Pommier sur pommier, ça marche bien. En général, on ne se plante pas. Par contre, quand on est dans le genre, ça passe assez bien, en général. Genre différents Pyrrhus, différents malus, etc. Et à partir du moment où on change de famille, on est dans la même famille, donc rosacée sur rosacée, c'est là où ça commence à se compliquer. Genre, il y a des pommes qui marchent bien. Moi, j'ai un pommier qui marche sur mon poirier à feuilles d'amandier. Donc, c'est rosacée, mais pouf, on est malus. Et malus sur un Pyrrhus, et c'est pas le Pyrrhus communis, c'est Pyrrhus spinosa. Là, ça marche. Par contre, malus sur Pyrrhus communis, ça marche pas. Ça marche un petit peu, ça marche pas terrible. Et encore, malus sur Pyrrhus spinosa, ça marche, mais c'est un peu nanifiant. Donc, à partir du moment où on est dans la même famille, là, il n'y a plus de règles strictes, c'est que la connaissance qui fait qu'on sait ou pas si ça marche.
Voilà. J'ai fait pas mal de littérature scientifique pour comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et la réponse c'est... Voilà, c'est... Il y a des super papiers où les gens ils font des coupes tous les 6 mois sur deux abricotiers qui ne marchent pas très bien ensemble pour essayer de comprendre, et on a des pistes, mais en fait... après, il n'y a pas grand monde qui cherche là-dessus, mais voilà, en tout cas, il faut savoir que c'est encore un mystère. Et il y a des familles botaniques qui se greffent super bien, les solanacées se greffent super bien, et d'autres, voilà. Il faut savoir que toutes les herbacées sont très nulles à la greffe. Voilà. En tout cas, ça va être lié à la capacité qu'a l'arbre à bien cicatriser. Ça, vous pouvez le voir. Et c'est une bonne piste pour plus tard. Si vous voyez des arbres qui ont une bonne capacité, quand ils coupent une branche, vite ils se recouvrent et tout, vous dites, bon là, il y a des chances que cet arbre soit capable de se greffer. Parce qu'il y a un arbre un peu vieux avec du lichen partout, vous faites une taille, la taille elle fait sécher la branche entière et tout, votre arbre il est vieux, la greffe elle ne marchera pas. Voilà. Et du coup, on va parler vite fait un peu de qu'est-ce qu'on peut mettre sur quoi. Et là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est quoi? Prunelier. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur prunelier? De la prune. Abricot. Abricot. Pêcher. Pêcher, j'ai jamais réussi, mais en théorie, oui. Vous me dites si vous avez réussi, vous. Et des hybrides. En théorie, on pourrait même la cerise, l'amande, etc. Moi, j'ai réussi que abricot et prune jusqu'aux fruits. Donc voilà, prune, prunier, c'est à peu près le même comportement face à la greffe. La prune marche bien, l'abricot marche relativement bien, c'est un peu plus difficile. Par contre, l'amandier et le pêcher, eux, ils marchent vraiment plus difficilement, quoi. L'amandier, ça va être l'inverse. C'est que amandier sur amandier, ça marche bien. Pêcher sur amandier, ça marche bien. Prune sur amandier, j'en ai déjà vu des très belles, contrairement à amande sur prunier ou prunelier. Et abricot sur amandier, j'ai jamais vu, mais je pense que c'est à peu près pareil. Vous en pensez quoi là? Oh, je pourrais ajouter comment? Vas-y. Bon, il y a entre le porte-greffe et le greffon, il y a une question de timing. Il y a une question de timing. Ouais. Je vais parler de timing, je vais en parler après de la dormance et de ça. Non, c'est plus que quand une greffe ne marche pas, on peut dire qu'il y a 20 raisons pourquoi elle n'a pas marché. C'est très difficile de cerner. Et peut-être dans ce qui ne marche pas couramment, c'est qu'il y a un problème de timing. Ça veut dire que c'est rare qu'on va tomber sur la bonne montée de sève chez un prunelier avec un greffon de prunier dans la main. D'amandier dans la main. Ouais. Et soit l'amandier est trop sèche, soit le machin il n'a pas encore démarré. Et dans le sens inverse, ça marche mieux parce qu'on arrive on est plus sûr de notre coup. Donc il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Je réexpliquerai ce qu'Andy a expliqué tout à l'heure, qu'on va parler de temporalité, mais c'est très important là. Et tu le feras mieux. En plus, je le ferai mieux, ouais. Ça, c'est quoi ça? Ça, en général. Pardon? C'est vrai que c'est bien zoomé, mais non, pas du tout, mais bien zoomé, vous reconnaissez. Il faut savoir que c'est gros comme une tête d'épingle, ce fruit. C'est l'arognac, ça? Non. Voilà. Prunus malève, cerisier inclusi. Donc bien zoomé sur le fruit, on se dit ah oui c'est un cerisier. Mais de loin en fait c'est rare qu'on voit le fruit parce que le fruit il est tout petit et il reste pas longtemps en mûr quoi, les oiseaux le bout direct. C'est sympa à goûter, vous le goûtez une fois. Et après vous le goûtez plus. Mais en tout cas, c'est un porte-greffe qui est super ambivalent, il est vraiment partout. Nous, on l'a sur terrain calcaire, sec, etc. Et je l'ai vu en Dordogne, sur terrain humide et tout. Je le trouve vraiment polyvalent, ce porte-greffe. Et du coup, sur le cerisier Simplucy, on met des cerises. Voilà. Et c'est un très bon porte-greffe pour la cerise, un peu nadifiant, mais voilà, sympa à greffer en sauvage. Alors, celui-là, les connaisseurs vont le reconnaître de loin parce que ces grosses fleurs, ces belles inflorescences avec des feuilles qui sont déjà là et tout. Andy, je pense que tu reconnais. Ouais, et puis moi aussi. Non, j'ai pris sur internet cette image. C'est le poirier. C'est le poirier, ouais. Et c'est celui-là, spécifiquement, c'est le poirier à feuilles d'amandier, mais qu'il n'y a que dans le pourtour méditerranéen. Et il se greffe bien et sur lequel on peut mettre la pomme avec un léger nanifiant. J'ai mangé des pommes cette année là-dessus. Voilà. Par contre, le poirier commun, le poirier sauvage qu'on va trouver ici, on peut mettre que de la poire dessus.
Voilà, et après le pommier, ben, on peut mettre que de la pomme dessus. Ouais. Il y a une exception, les intermédiaires. C'est-à-dire surgreffer par-dessus une greffe déjà présente pour avoir une compatibilité qu'on n'a pas de base. Ouais, alors ça c'est ce qu'on appelle une intergreffe ou du surgreffage. L'idée, je ne sais pas si vous avez entendu, mais par exemple vous voulez être sûr de mettre un pommier sur un poirier commun. Ce que vous pouvez tenter, c'est de mettre un poirier à feuilles d'amandier sur le poirier commun, et après vous prenez du pommier et vous le mettiez sur le poirier à feuilles d'amandier. Vous faites 2 greffes d'affilée. J'en ai tenté pas mal sur aubépine. Il y a, ce qui est connu, c'est néflier d'Allemagne, aubépine, néflier d'Allemagne, poire. Mais c'est jamais, j'en ai qui sont vivantes, mais pas belles, quoi. Voilà. Le plus connu, c'est l'incompatibilité de la Williams sur Cognacier. Ok. Enfin, elle est compatible, mais elle vit pas très longtemps. Du coup, on fait quoi? On fait Cognacier, poirier, type conférence. Ok. Et là-dessus, on greffe de la Williams. Ok. Ouais, pour passer en Williams nanisant. Je sais que pour les abricotiers, ça se faisait beaucoup à l'époque sur mirobolant, parce qu'il y a une partie des abricotiers qui marchent pas, mais apparemment ça se fait plus maintenant. T'en as entendu parler de ça ou... Non. Je sais pas, j'ai vu littérature, j'ai vu beaucoup de ça, mais ça c'est du Cognacier. Cognacier. Oh, les pépiniéristes, il a dit. Ah, j'ai pas le droit, merde. Ouais, Cognacier. Donc le coin. Ça c'est quoi? Aubépine. Aubépine. Pour retenir, l'aubépine c'est pas ta copine. On retient ça. Parce que l'aubépine c'est super. On met tout ce qu'on veut, ça marche, ça pousse, c'est magnifique, etc. On est tout fiers. On montre à Andy, on dit Andy, regarde, j'arrive à faire ça et tout. Il fait oui, 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 il te regarde de loin. Et 3 ans après, il y a tout qui crame, et lui il rigole parce qu'il le savait. Et voilà, et du coup c'est le cas typique dans tous les stagiaires de notre asso qui dit ah ouais, j'ai réussi à mettre de la pomme sur l'aubépine, et nous on fait oui, oui, oui. Et 2 ans après, ils viennent, ils font oh, oui, tout a séché quoi. Donc je sais pas pourquoi l'aubépine elle fait ça. Si vous avez du bois conservé, c'est intéressant, vous greffez l'aubépine, ça vous fait du bois, et là après vous récupérez vos greffons. Des fois on a que ça sous la main. Mais voilà, moi aubépine, je greffe de l'azérol. C'est une espèce d'aubépine, c'est pas exactement la même, mais avec des fruits bien plus gros. Du néflier d'Allemagne, néflier du Japon, j'ai un copain qui a réussi, moi j'ai jamais réussi. Et poirier, des fois ça marche pas, et je connais pas la règle. Voilà. Et cognacier, poirier, néflier du Japon, et plein d'autres choses, on met des sorbiers sur cognacier, etc. Cognacier, porte-greffe, nanifiant. Ah là je mets des petits pièges quand même pour montrer que mon pays est beau. Vous n'avez pas ça chez vous, ouais? C'est vrai? Si, le carambier domestique. Ah, vous avez du Sorbus domestica? Oui, il y en a fait. Bon, j'en ai un autre à la fin, peut-être. Ah, si, bon, à ce qui paraît, on peut mettre de la poire. Chez moi, je les gaspille pas. Et celui-là, là? Non. Ah! C'est de la lisier, ça? Ouais, c'est un sorbier aussi. C'est Sorbus terminalis, sorbier terminal. Voilà. Et le fruit est sympa aussi. Apparemment, on peut mettre de la poire dessus. Mais en général, ces arbres, on les gâche pas, on les garde tels qu'ils sont. Voilà. Je regarde l'heure, je me dis j'aimerais bien qu'on discute avec Andy et Julien. Donc, après j'ai mis surface de contact la plus nette et la plus grande possible. Le critère numéro 2, c'est pas forcément dans cet ordre-là qu'il faut les prendre. Et du coup là, ça va être comment on assemble les bois entre eux. J'ai pas pris de bout de bois pour faire des démos, mais c'est pas grave. Et je vais vous montrer un peu les outils que j'utilise. Tac. Tac. Donc, scie japonaise. Vous savez à quoi ça ressemble une scie japonaise. Un super sécateur. Voilà. Ça, c'est ce qui change le monde. Le scotch électricien, voilà, qui permet d'arriver à faire vraiment un très bon niveau de réussite. Voilà, ce qui permet de bien serrer les greffes. Et voilà, souvent on n'a pas envie d'utiliser du plastoc, etc. Mais ça permet un tellement bon niveau de réussite que ça vaut le coup. Et un greffoir, donc là il ne faut pas écouter Andy parce que là il vous dit n'importe quoi. L'idée c'est de faire des coupes les plus nettes possibles et les plus grandes. Donc par exemple, si vous avez un bâton qui est grand comme ça, il faudra que j'efface.
Et vous devez lui faire une belle coupe en biseau. Toute plate. Parce qu'après, vous allez devoir l'assembler sur un autre bois. À votre avis, c'est quel type de lame qui nous permet d'avoir une coupe la plus droite? Il y en a un qui a dit chisel. Pourquoi chisel? C'est plat. Vous voyez, imaginez là, vous voulez couper votre branche. Vous avez tout ce plat qui vous aide à vous guider le long de la coupe. Vous voyez, là, vous mettez votre chisel, on va dire, il est comme ça. Donc c'est pour ça que pour ce genre de greffe, on utilise des greffoirs. C'est des lames qui sont aiguisées que d'un seul côté. Donc le mien, c'est un greffoir de droitier, je l'utilise comme ça. Il y en a qui l'utilisent comme ça, dans ce cas, ils doivent prendre un greffoir de gaucher qu'ils utilisent à l'envers, et ainsi de suite. Et donc ça permet d'avoir vraiment un plat qui est parfait et de tenir le plat. Tout ça, tout en sachant que tout le monde greffe depuis longtemps avec n'importe quel couteau et que ça marche aussi très bien, et que même Andy qui greffe avec un écusson noir réussit ses greffes. Mais toi, tu as un écusson noir aiguisé de deux côtés. Ouais, j'ai les deux, mais j'utilise de préférence l'écusson noir. Un greffoir. Comme ça Non, qui est de côté. L'écusson noir, ouais. Voilà. Et c'est un cadeau de mon maître de stage. Ouais. Donc voilà, nous chez Blizzard on jure que par cela, et les écussons noirs on les utilise vraiment quand on fait les greffes en écusson, mais voilà, un bon couteau qui taille, les opinels sont très bien, voilà. Moi je vois une différence avec ce genre de couteau. Oui. Tu nous donnerais ton opinion sur les pinces à greffer? Ah pinces à greffer, ouais, il existe aussi des pinces à greffer qui vous font en même temps une encoche dans votre porte-greffe et en même temps une taille de greffon. Et il y a une espèce de chauvinisme en moi qui fait que je me suis emmerdé à prendre des gestes par cœur et bien les maîtriser pour faire des coupes parfaites, qui me rend un peu jaloux de ces pinces qui te font des greffes nickel. Mais c'est vrai que ça fait des jolies greffes. Le souci, c'est que les surfaces de contact sont un peu petites. Et quand tu as un bourrelet ou un truc comme ça sur certaines essences très sensibles, genre la vigne elle est vraiment nulle pour la greffe. Et pourtant, on est obligé de la greffer. Et ce qui fait que quand tu utilises ces pinces à greffer qui font des oméga, des trucs comme ça, des fois ça prend que d'un côté et ça te coupe la circulation de cèpe de toute la moitié de ton cèpe. Et voilà, pour certaines greffes c'est un peu nul. Andy? Ouais, la pince oméga, il s'adapte à une taille spécifique et qu'il faut que les deux tailles soient identiques. Ça c'est super important. Les deux greffons, le greffon et le photogreffe, on doit avoir le même diamètre. Et sinon vous froyez à chaque fois. Et l'idée d'apprendre à greffer avec le couteau, c'est que vous pouvez adapter vos gestes selon la taille de greffon et le photogreffe. Après, il y a des vieilles machines qu'utilisent les vignerons qui ont des lames beaucoup plus longues et qui font des fentes, pas des omégas. C'est un peu plus joli, mais bon, il y a toujours ce côté. Quand même, je me suis j'ai appris à greffer, j'aime bien le faire moi-même. Donc voilà, en gros, pourquoi pas qu'on n'a pas le temps d'apprendre à greffer. Et après, c'est quand même sympa de connaître le geste. Oui. En fait, pour la coupe du greffon, il faut que la surface en contact soit adaptée au diamètre du bord de greffe. Ouais, alors je vais te montrer les montages après. Mais voilà. Et je vais vous parler un petit peu des autres outils. Donc une bonne scie qui coupe vraiment bien. Moi j'aime bien ce modèle-là. C'est le modèle qui s'appelle Zubat. C'est des lames de ouf. Des belles coupes. Une petite serpette qui va aider à fendre, je n'ai pas pris. Sécateur, moi j'utilise un tournevis aussi à un moment, etc. On le verra après. Et voilà. Le maillet. Le maillet, voilà. Du coup, on va choisir quel type de greffe on fait en fonction de la saison dans laquelle on est. Et un peu de ce qu'on veut faire. Nous, la plupart des greffes qu'on fait, c'est la greffe de fin d'hiver, début du printemps, parce que c'est une greffe au final où on a un très bon taux de réussite quand on est amateur, et surtout elle s'adapte bien aux conditions sur fruitier sauvage, parce que en plein hiver,
les arbres sont en dormance et quand ils sortent de dormance, ils ont encore de l'eau dans le sol. Les autres greffes qu'on peut faire, ça va être par exemple la greffe d'été qu'on peut faire maintenant chez nous en conditions sauvages. Souvent la garrigue est sèche, donc les arbres reçoivent très mal les greffes. Du coup, je vais vous faire un petit tableau qui récapitule. On a deux types de greffes, ce qu'on appelle œil poussant et œil dormant. Œil poussant, ça veut dire que vous allez mettre votre greffe en place et que dans la saison, elle va pousser. Œil dormant, ça veut dire que vous allez mettre votre greffon en place et qui va attendre un hiver avant de pousser la fois d'après. Vous attendez au moins une demi-saison, des fois c'est une saison entière. Et après, là, on a deux entrées. Ça va être rameau ou juste à œil. Donc rameau, ça veut dire que vous mettez une branche entière dans votre greffon avec plusieurs bourgeons. Et juste à l'œil, ça veut dire que vous mettez juste un seul œil, juste un seul bourgeon dans votre bois. Voilà. Et en fait, en fonction de quel moment on est et quel arbre on va greffer, vous allez vous situer dans une de ces situations-là. Moi, je trouve que pour commencer, la meilleure, c'est greffe de rameau à œil poussant, parce qu'elle marche super bien. Il y a juste une condition, c'est avoir des greffons de qualité. Et ce qu'on fait en pratique, ou dès que vous ouvrez un magazine, genre Rustiquet, etc., et que vous disent allez greffer vos rosiers, etc., ils vous conseillent œil dormant, le rosier à œil dormant ou le rosier à œil poussant. Tu sais, Julien, toi Non, sur le rosier, non, mais oui, les deux sont possibles. Ouais. Moi, le rosier, je le greffe toujours à œil poussant, mais vu qu'il fait toujours sec, l'œil reste en dormance, je le greffe genre en mai-juin. Je greffe l'œil pour le rosier et il ne veut pas démarrer, donc il attend une saison entière et il démarre au printemps d'après. Voilà. Mais les greffes à l'œil sont plus faciles à louper. Voilà. Donc là, je vais vous présenter des greffes de rameaux. Et ça existe des greffes de rameaux à œil dormant. Ça se fait à la fin de l'été, début de l'automne. C'est au moment où, quand on a de la pluie et un petit coup de chaleur, une espèce de poussée végétative dans les arbres. Et là, c'est un bon moment pour faire une petite greffe. Donc on peut mettre des rameaux entiers dans les arbres et ça prend bien. C'est une greffe qu'on pratique par chez nous. Je pense qu'elle n'est pas pratiquée à beaucoup d'endroits. Mais elle marche super bien sur certaines essences, genre abricotier sur prunellier. C'est la meilleure façon de gérer pour les réussir. Donc, je ne vais pas vous montrer exactement les tailles, etc. parce qu'on est très nombreux et que vous verrez rien. Et puis, j'ai pas amené de trucs à tailler. Mais l'idée, donc la greffe en fente, elle est assez sympa parce qu'elle s'adapte sur des diamètres quasiment jusqu'à assez gros, près de 5 cm. On peut arriver à fendre. Et l'idée, voilà, c'est de fendre le bois en deux, de créer un biseau qu'on va insérer dans le bois. Voilà, il y a plein de petits détails que je vais zapper, mais voilà, c'est une greffe qui marche bien. Quand on a des diamètres un peu plus gros, on peut se faire la fameuse greffe en couronne, c'est-à-dire qu'on ne va pas fendre le bois, mais on va juste décoller un petit peu l'écorce et insérer des greffons tout le long. Donc là, il faut faire une petite fente, une petite marche. Là, en fonction de la chapelle, par exemple, il y a des gens qui le taillent un peu différemment. Et ça permet, voilà, quand on a des gros diamètres, de mettre plusieurs greffons. Quand on a des greffes qui font le même diamètre, on a la greffe, ce qu'on appelle l'anglaise simple. C'est-à-dire on fait un biseau sur les deux, sur le greffon et sur le porte-greffe. On peut les assembler, les lier, ça marche. Et ça coûte vraiment pas cher de rajouter ce qu'on appelle l'anglaise compliquée, c'est-à-dire de refendre, et après les deux vont s'emboîter. Ça, faut le voir, sinon on ne comprend pas. Mais voilà. Et cette greffe, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tellement de surface de contact, c'est-à-dire, vous voyez là, c'est juste les deux biseaux qui se recoupent, et si on les emboîte, quasiment on double la surface de contact, ce qui fait que cette greffe, elle marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Seul problème, il faut que alors là, vous voyez, la greffe en anglaise compliquée, je l'ai faite à ce niveau-là. Les deux avaient exactement le même diamètre. Là, en fait, on a une aubépine surgreffée avec là du néflier d'Allemagne et là du poirier. Et donc, vous voyez, là, il y a le néflier d'Allemagne qui a été greffé en fente et greffe anglaise compliquée directement sur le poirier, sur le néflier d'Allemagne. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure.
Petite greffe à l'œil, donc c'est la greffe à l'écusson, où quand l'arbre est en pleine sève, on peut ouvrir l'écorce d'une certaine manière. Il y a plusieurs façons de faire. Et l'idée, ça va être, on va ouvrir l'écorce, on va prélever un petit bout un bourgeon, on va l'insérer dedans d'une certaine manière, et après, l'arbre va partir à partir de ce bourgeon. Voilà. On n'est pas trop dans le timing pour que je vous détaille plus ça. Juste pour vous montrer, c'est qu'on peut imaginer toutes les greffes qu'on veut, sachant que plus la surface de contact est grande, et mieux vous aurez de résultats. Ça, c'est pour vous montrer une autre greffe. C'est une espèce de mélange entre la fente compliquée et la greffe, où on va... vous voyez là le greffon qui a été inséré dans le bois, qui a été fendu 2 fois, en fait. C'est 2 fentes d'affilée insérées dedans. Voilà, et on peut imaginer tout ce qu'on veut. Tac. En hiver, pour la greffe, ce qui est compliqué dans la greffe de printemps, c'est d'avoir des bois de bonne qualité, des greffons de bonne qualité. Parce que pour qu'elles réussissent, il faut qu'on ait des bois qui soient en dormance, des greffons en dormance, qu'on va poser sur un arbre qui, lui, est en train de démarrer. Et pour ça, moi je vais prélever en décembre. Andy, tu prélèves quand, toi? Plus tard. Plus tard, janvier? Ouais, ça dépend pourquoi. Mais souvent février, mars. T'es dans le nord. Non, moi en général c'est toujours en décembre. Donc on récolte les greffons, moi je les mets dans du sable au pied d'une maison au nord, pour qu'ils soient vraiment à l'abri de la lumière, de la chaleur, etc. Il y a des moyens de les garder dans du frigo, mais il faut faire gaffe à la dessiccation. Moi je le fais quand je dois le faire, c'est dans du sac plastique avec un petit chiffon humide, ou dans une bouteille en plastique, où je mets les greffons dedans, je mets une goutte d'eau, je ferme, et là ça tient nickel. Pour la vigne, je suis obligé de faire ça. Sinon ma greffe sèche et mes greffes loupent. Voilà. Et du coup, le bois de l'année, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un zoom ici. Ce qui est important, c'est que quand vous greffiez, c'est de mettre du bois qui va vous donner des arbres, pas des fruits. Donc vous voyez sur cette branche-là, ça c'est le bois qui a poussé l'année d'avant. Chaque bourgeon, a priori, dans la plupart des cas, ils vont vous donner une branche. Dans de bonnes conditions. Ces bourgeons-là, là, ils sont partis pour faire des fruits. Donc si vous greffez ça, vous aurez des fruits. C'est sympa, mais vous aurez difficilement un arbre qui va se construire. Ouais. Quelques exceptions parfois. Ça m'est arrivé par erreur de greffer du bourgeon à fleurs. Ouais. Et en sectionnant les fleurs descentes, le bourgeon tire prend dessus et puis ça repart. Tout à fait. Tout à fait. J'ai fait la même erreur cette année. J'avais un pommier qui a décidé de faire des bourgeons à fleurs sur le bois de l'année, ce qui est rare, mais il a voulu faire ça. Et il a fait quand même. Voilà. Et sachant que, par exemple, à Taïwan, ils sont fans de nashi, mais ils ne peuvent pas faire pousser du nashi à Taïwan parce que c'est subtropical. Par contre, ils ont une espèce de poirier qui pousse chez eux, et ils font livrer des greffons floraux du Japon. Ils greffent leur poirier, ça fleurit, ils les gardent au frigo pendant un petit moment en dormance, ils les greffent sur leur poirier, pouf, ça fait des fruits, ils font une récolte, et chaque année, ils regreffent que de la fleur, quoi. Ils sont fans de nashi, ça coûte super cher pour eux, donc en plus c'est pas terrible de nashi. Tac. Alors ça, c'était pour Andy. Ouais, bah écoutez, là on a vu le gros, et je vais commencer à laisser Andy expliquer un peu sa vision à lui de la greffe, qu'est-ce qu'il a apporté un peu plus. Et juste voilà, il y a cette notion de cycle végétatif, Andy a commencé à en parler. Et c'est cette notion de, vu qu'il faut qu'il y ait des greffons en dormance et que votre arbre redémarre, c'est pour ça que l'amandier est compliqué à greffer avec la greffe de printemps, c'est parce que l'amandier, des fois, il perd même pas ses feuilles en hiver, il démarre super tôt, et donc nous, quand on veut greffer quelque chose sur l'amandier, ben, c'est un peu compliqué. Ah, tu veux me mettre des photos? Éventuellement, on verra si... Ça dépend de combien de temps on a. On a 20 minutes. Ah ouais. Voilà. Et juste pour vous montrer, voilà, c'est un arbre mal greffé, moche, et Andy va vous expliquer que lui, il doit avoir 5-6 ans. Et imaginez la taille du tronc c'est quelque chose comme ça. Donc l'arbre, il devait être grand comme ça, quoi. Donc il a une capacité racinaire de créer un arbre qui est aussi grand.
Par contre, les gens, quand ils l'ont greffé, ils ont greffé des petits yeux comme ça. La greffe, elle a prise. Et là, depuis 5-6 ans, l'arbre, il stagne. C'est-à-dire qu'il a perdu sa capacité d'être un arbre immense. Tu vois où est-ce que je veux en venir, Andy? Pourquoi cet arbre, 5-6 ans après, n'a pas repris sa taille qu'il avait avant la greffe? Et c'est là où Andy a eu une trentaine d'années d'expertise. Et voilà. Après, j'ai des jolies photos aussi. Hein. Je pense qu'il y avait qu'est-ce qu'on a comme... Ouais, avec ce câble peut-être? Ça va être compliqué. Andy? HDMI? Ouais, mais sinon, tu peux utiliser mes ok, je peux utiliser également les exemples de Clément, on va bien. On peut peut-être les commenter. Vas-y, vas-y. Ok, alors, bon, si tu peux revenir sur ça, condition de réussite. Bon, c'est super bien ce qu'il a expliqué, Clément. Je pense que je pourrais ajouter 2 petits détails à cette liste. Un, c'est que j'ajoute dans ma liste à moi, quand j'explique, la pression. Quand je mets un greffon en situation dans un porte-greffe, j'utilise le scotch électricien. J'étais le premier à le faire. Avant, il utilisait du raffia et des sortes de films de plastique. Et j'ai trouvé ça trop compliqué. Le scotch, on peut les tirer et on peut vraiment mettre de pression. Et je vois que quand on arrive à tenir bien le greffon, on a des meilleurs résultats. Donc j'ai toujours ajouté de pression. Et puis, dans ces histoires de cycle végétatif, c'est vrai que la porte-greffe doit être en sève et le greffon doit être dormant, pour le greffe de printemps. Mais là où je me suis trompé plein de fois, c'est en allant chercher les greffons plus bas, en altitude plus bas, et les monter vers la montagne. Parce qu'en fait, j'habite à 600 mètres et il y a beaucoup d'arbres fruitiers intéressants plus bas. Donc je récupère les greffons en pleine, ils sont en train de démarrer. Et au dernier moment, je monte à la montagne et j'essaie de les mettre sur mon porte-greffe, mais mon porte-greffe, il n'est pas en sève. Donc comment je fais? Je dois anticiper et aller prendre les greffons beaucoup plus tôt, genre au mois de janvier, comme il disait, et les stocker. Mais là, d'un coup, le problème du stockage intervient parce qu'on doit les maintenir bien, ils ne sèchent pas, mais en dormance pendant 2 ou 3 mois. Et ça devient compliqué quand on est en montagne. C'est très simple de prendre un greffon à côté, mais de loin, c'est... Dans l'autre direction, ça marche beaucoup mieux. Vous prenez des greffons en montagne, vous descendez à la plaine, tout est déjà en sève, c'est relativement facile. Donc c'était une petite précision. Ouais. Ok, tu voulais aller où avec le poirier là? Ouais, le poirier moche. Ok. Ah, super, on a... Ok. Bon, c'est marrant de montrer les exemples des choses qui ne marchent pas, mais en même temps, quand on est passionné par la greffe, on a plein de choses qui marchent et plein de choses qui ne marchent pas, et c'est par là qu'on apprend. Quand vous avez un arbre qui est relativement petit, que vous intervenez avec une grosse coupure chirurgicale, ça lui stoppe la croissance. Après moi, la racine n'a pas encore développé suffisamment, il n'a pas trouvé peut-être la faille dans la roche pour devenir un vrai bel arbre. Il est plutôt dans l'adolescence que dans l'état adulte. Et quand on lui fait ça, on a un problème d'équilibre entre la partie aérienne et la partie racine. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de partie aérienne parce qu'on l'a sectionné. On l'a remplacé avec autre chose. Mais ce n'est pas suffisant pour alimenter une continuité de pousse racinaire. Et l'arbre devient une sorte de bonsaï sur place. Et j'ai eu ça énormément sur les zones sèches, rocailleux, les bords de champs, les parcelles. Et c'est là où j'ai introduisé. Mon maître de stage m'a fait greffer sur les bords des parcelles. Il disait ça ne poussera pas. Et en fait, dans son contexte, c'était vrai, parce que les greffes sauvages pour lui, c'était ce qu'on fait hors parcelle, mais au milieu d'une parcelle agricole où il y a de la terre profonde. Les greffes peuvent pousser très, très bien. Wow. Et d'un coup, quand j'ai commencé à greffer dans les friches agricoles, j'étais sur les parcelles agricoles et pas dans la forêt. Il y avait de la lumière, il y avait de la terre profonde, mais juste beaucoup de broussailles. Et ces greffes-là ont vraiment surpris, ils ont poussé vraiment très très bien, parce que toutes les conditions étaient bonnes. Tandis que les greffes de marge souffrent déjà de la marge. Mais vous arrivez avec aucune
comment dire, a priori, vous voyez un arbre sauvage, vous dites tiens, on va le greffer. Mais vous ne savez pas s'il a pris 5 ans, ou 15 ans, ou 30 ans pour arriver à cette taille-là. Il se peut qu'il a pris 30 ans et qu'il est déjà au maxi et il n'accepterait pas de ces conditions. Ok. Donc, je me suis intéressé à la greffe sur les arbres sauvages et un fois ou deux, j'ai pris un arbre, au lieu d'avoir un seul tronc, un petit, j'ai décidé de prendre les grands arbres et les greffer plus haut pour que les moutons ne les mangent pas, mes greffes. Et autant faire les branches, parce que je voulais conserver la charpente, et donc j'ai commencé à une certaine hauteur. Le premier essai, c'était 2-3 greffes sur le même arbre, et j'ai vu que ça poussait très bien. Un jour, je me suis amusé à faire 7, et d'un coup, j'avais de très belles pousses, et aucune régée sur le tronc, aucune petite feuille qui sort sur le tronc. On n'a pas trop abordé ce sujet. Quasiment chaque fois que vous greffez un arbre, vous avez des petites feuilles, des débuts de croissance sur le tronc, et il faut les enlever, il faut les enlever, il faut les enlever pendant 3-4 semaines, le temps que le greffon prenne le dessus. Et sur les arbres avec multiples branches, quand on mettait beaucoup de greffons, en fait, on multiplie le nombre de départs de la végétation. Au lieu de lui donner 2 yeux, on lui donne 2, 6, 8, 4, je sais pas, 12 ou 20. Mais moi, je me suis amusé à mettre des greffons longs comme ça, où il y a 12 à 20 bourgeons par greffon. Alors d'un coup, vous multipliez ça par 7 et 2 fois, ou 3 fois pour chaque belle branche, vous dépassez les 200 yeux par arbre. Quand vous faites ça, il y a une explosion de croissance, mais absolument énorme. Parce que la racine est prête à renvoyer et il faudrait juste lui donner la possibilité. Et là Clément, vous allez nous faire l'histoire de ces arbres parce que je ne les connais pas toutes, sauf celui-là. En pleine forêt, Clément a décidé de grimper 8 mètres du sol, 6 mètres, 4-5. C'est super long quand même. Et de greffer tous les branches pour voir qu'est-ce que ça donne. Hein? Et qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est juste l'année d'après. Donc, vous voyez, on a l'arbre qui est complètement rempli. Donc, vous voyez, en un an, en fait, l'arbre, il a recouvert, il a tout repris. Et j'ai pris un poirier avec un porc. Un poirier avec un porc un peu pleureur, donc c'est-à-dire que le porc est retombant, donc pour avoir un peu de chance de voilà. Et ça, c'est l'année juste après. Et malheureusement, j'ai pas réussi à sortir les photos de mon téléphone. Mais en gros, cette année, il faut imaginer qu'il a continué à pousser et que là, il a pas mal de fruits. Il a été un peu timide cette année, il doit avoir 1 ou 2 cagettes de fruits. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment, à partir du moment où l'arbre va lui donner le plus possiblement de potentiel de départ dans ses branches, et en fait, plus vite il retrouve sa forme qu'il avait avant, quoi. Voilà. Alors que traditionnellement, quand on greffait un arbre fruitier sauvage, on lui mettait 2-3 bourgeons, quoi. Ça, c'est à cause du lobby des pépiniéristes. Si vous arrivez à Ouais. Là j'ai une petite série qui va la mettre en œuvre rapidement. Donc voici un arbre qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branches de greffées. Vous avez 4 greffons ici, 4 là, 3 ici, 2, 3, etc. Donc ça commence à faire un paquet de bourgeons. Okay? 20 mars 2008. Le 26 mai 2008, pas grand chose. On attend. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris un sacré choc. On attend. En fait, j'ai compris maintenant que la Lune joue énormément avec la sève. Tout le monde le sait plus ou moins, mais la Lune va faire remonter la sève dans le porte-greffe. Et pendant un mois, il y a une sorte de chute avant que la Lune encourage Demain, je dis le contraire dans ma conférence. Du coup, le 26 août, tous les yeux ont fait naissance à une pousse qui est environ 60 à 80 cm sur le même arbre. Okay? Dans l'affaire de quelques mois. Là, on le voit un peu plus loin. Si on voit la couleur de la feuillage, elle est très foncée et luisante parce qu'il est plein d'azote par rapport aux arbres sauvages derrière. La suite, il y a des détails de greffe. La suite, en hiver, on a tous ces pousses qui maintenant ça dépasse 1 mètre chacun. Il y a peut-être 120, 200 pousses sur le seul arbre. 0 rejet sur le tronc, absolument 0 problème de rejeton. Okay? Donc ça, c'est un arbre qui témoigne de la vigueur. Il a de la force, il est incroyable. Après, on doit
analyser un peu la situation parce que c'est très complexe. Et est-ce qu'on va garder tout ça ou est-ce qu'on va la tailler? Moi, je suis pour la non-taille. J'essaie de trouver un système douce pour tailler. Donc, je me suis mis à observer les prolongements, maintenir les bourgeons apicales et les prolongements, et arquer toutes les branches qui ne vont pas dans le bon sens pour faire des branches à fruits. Hop, détail de greffe, détail de pommier avant la taille d'éclaircissage et sélection. Là, un éclaircissage a eu lieu et on a mis quelques ficelles pour arquer. Et la prochaine est beaucoup plus facile à voir. Voilà. Là, vous voyez le résultat d'une première taille douce où on a conservé tous les prolongements et un maximum de branches et on a plié certaines branches dans les ficelles que vous ne voyez pas. Quelques-unes, j'ai coupé, mais pas beaucoup. La suite, c'est la même un peu plus de ficelles. Et après, la fin de cette année-là, la deuxième année, donc, on a cette forme qui est un peu développée sur le prolongement. 2009, depuis, j'ai jamais taillé cet arbre. Ok? L'année dernière, en 2014, on a récolté ça. Bon, c'est très très vite, la production est énorme. Et là, vous avez les rameaux qui s'en vont en haut. Ils font un arcure naturel par le poids des fruits. Et ils se fait remplacer spontanément par les nouvelles pousses. C'est ce qui fait plein de choses à la fois. Ça forme l'arbre, mais ça évite la taille de fructification parce que vous avez une production de bois qui est régulière et une production de fruits qui est régulière. Au lieu d'avoir que du fruit à l'année et que du bois l'année après, ça s'harmonise et ça se régularise. Et dernièrement, les dernières années, on assiste à ça. Et là, quand on va récolter les grosses pommes comme ça, et vous me dites, il faut tailler pour avoir les grosses pommes, je ne suis pas d'accord. J'ai pas taillé depuis 2009, et on y va à la remorque, et tracteur à 4, et on passe la matinée sur un arbre. Voilà. Et cet arbre reçoit aucun arrosage, aucun fertilisant, aucun travail du sol, aucune taille. Pas d'éclaircissage? Le seul boulot, c'est la récolte. C'est pas mal. Ok, parfait Andy. Du coup, il nous reste un peu moins de 10 minutes si on va être dans le timing. Et l'idée, voilà, c'est de poser des questions, répondre et voilà, échanger. Voilà, vas-y, commence. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la perceuse? Ouais, j'en ai fait quelques-unes, ouais, c'est sympa. Ça marche bien? Ça dépend. Ça dépend. Sur quelles essences en fait? J'ai fait pommier sur poirier et poirier sur poirier. Et en fait, il faut donner un petit peu d'angle. Moi, je les ai fait des fois un peu à l'horizontale et ça pousse pas très bien. Et avec un peu d'angle, j'ai eu des bons retours, quoi. Mais bon, ils ont que 2-3 ans et voilà. Des fois, les arbres sont trop hauts et ils ont peu de charpentières en bas. Et du coup, faire des greffes à la perceuse, c'est-à-dire on va tenter de faire des charpentières. Pour l'instant, je suis dans le stade expérimental et voilà, j'ai des jolies branches sur des arbres comme ça, mais c'est pas... Voilà. Oui. Du coup, c'est une question pour vous deux. Ouais. Et c'est plus que vous avez testé, c'est récent, ça date vraiment récent, ces tests de multigreffe en fait sur un arbre. Ouais. Vous conseillez toute cette technique ou une ça? Oui, alors effectivement, bah, moi je vais la conseiller tout le temps la multigreffe, c'est pour pas perdre cette capacité racinaire au moment de la greffe. Tu vois, l'arbre qu'on t'a monté qui est moche, jamais il rattrapera ces années qu'il a perdues, parce que tu perds du système racinaire, mais tu perds du bois aussi. Et dans le bois, il ne sert pas à rien le bois de cœur. Le bois de cœur, il se gorge d'eau, il tient des sucres en hiver, etc. Et c'est le capital de l'arbre, quoi. Après, effectivement, pour faire l'arbre comme ça, ben, j'ai passé 4-5 heures. Mais il me le rend, quoi. Il me le rend, ouais. Du coup, en fait, si on plante des pépins de pommes, on ne sait pas ce que ça va donner, donc on attend pour voir si ça donne quelque chose d'intéressant. Et si ça donne rien d'intéressant, on peut couper et faire cette greffe-là, où là on est sûr. C'est ce que tu peux faire. Il va falloir vraiment que tu arques ton arbre pour forcer la fructification, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Et si jamais tu veux aller encore plus vite, tu prends tes greffons de ton arbre et tu vas les greffer ailleurs. Parce qu'en greffé, bien orienté sur un vieil arbre, tu arriveras à faire une mise à fruit plus rapide. Tu vois si les fruits sont bons, et après, s'ils sont pas bons, tu vas greffer ton arbre. Bon, ça c'est aller un peu fort, quoi. Mais effectivement, ça vaut le coup, quand tu as un pépin,
d'essayer de donner une chance à l'arbre de te faire un bon fruit, parce que c'est super intéressant les nouveaux arbres. Et rien que chez moi, en baladant, j'ai trouvé trois pommes nouvelles, vraiment sauvages, qui sont très bonnes. Attends, il y a... Est-ce que cette technique-là, vous l'avez fait sur autre chose que poirier et pommier? Est-ce que ça marche sur l'arbre côtier? Ah ouais, moi j'ai fait prune, amande, cerise, pomme, poire. Ouais. Voilà, après... Peut-être la condition aussi, c'est que l'arbre soit dans son milieu. Ouais. Plus qu'il est dans son milieu, plus qu'il est vigoureux. Quand on a des arbres qui sont mal adaptés, tout ce qu'on essaie, ça marche pas trop bien. Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur Sainte-Lucie, c'est un arbre, quand il commence à être un peu vieux, il a peu de vigueur. C'est ce dont je parlais. Donc, il a une moins grande capacité à faire des recouvrements. Donc, quand tu vois un vieux Sainte-Lucie qui a du lichen dessus, ses pousses de lamelles sont grandes comme ça, tu fais pas de surgreffe, ça marchera pas, tu vas le flinguer ton arbre. Par contre, un Sainte-Lucie, en général, les Sainte-Lucie, j'aime bien les greffer bas parce que pour les cicatriciers, il est énorme et avec le vent, il casse. Mais des fois, ça m'arrive de greffer Sainte-Lucie assez haut, assez conduit, un peu protégé du vent, ça marche. Mais voilà, il faut que ton arbre soit vigoureux. Il faut arriver à lire l'arbre et lire la vigueur dans ton arbre. Toi, tu n'as pas posé de question? Sur prunelier, pour perdre le pouvoir drageonnement, j'en ai plein, ça drageonne dans tous les sens, ça m'emmerde. Est-ce que je peux greffer un truc qui enlève le pouvoir drageonnement de l'arbre? Non, il y a Maurice Chaudière qui te dit ça, mais Maurice Chaudière, il dit des conneries. Et non mais c'est vrai. Et en gros, prunelier, j'en ai fait beaucoup. Et maintenant, je commence à les repérer, ceux qui marchent bien. Donc, quand tu as un gros massif de prunelier un peu chétif, en plein cagnard, etc., tu peux tenter la greffe, mais il faut faire un gros coup de débroussaillage, tu en gardes un par-ci par-là, il faut greffer toutes les branches sans distinction. Si tu en laisses une, c'est comme si tu laissais qu'une branche. Avec toutes les petites branches. Donc, il faut bien giroboyer, etc. Et en général, ces massifs-là, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs pruneliers, j'en ai un magnifique, il est gros comme ça maintenant, après la greffe. L'arbre, il est immense. Et c'est parce qu'il était tout seul dans un endroit propice, etc. Et j'en ai d'autres, j'en ai des très jolis en bord de potager, où le tronc était comme ça, mais ils se prennent l'asperceur du potager chaque année, etc. Et là, ça me fait des très beaux pruniers. C'est un peu nanifiant, mais c'est des très beaux pruniers, quoi. Prunier technique. Ouais. Quand on sème un pépin, par exemple, et qu'on a un frein du coup, qui est très vigoureux et qui passe pour être très grand, est-ce qu'on peut réguler la hauteur de l'arbre en le menant en basse tige et en le faisant se ramifier d'eau? Moi je dis non, elle me dit, tu dis quoi? Sur une semi? Ouais, sur un pommier franc, comment tu veux réduire sa vigueur? Est-ce que tu peux? En fait, c'est mettons en basse tige, mais pas l'arcure. Si vous taillez avec un sécateur pour le former en basse tige, vous allez induire des réactions vigoureuses, donc des gomments. Mais si vous le mettez en arcure, vous pouvez le mettre à plat, il va faire des fruits, il va perdre sa vigueur progressivement, et c'est ce qui va finir par équilibrer, tempérer la vigueur verticale. Jusqu'au point, on peut carrément l'arrêter de pousser, il peut faire des pousses de l'année de cette grandeur s'il fait trop de fruits. C'est pour ça que j'aime bien l'angle intermédiaire, entre 45 et 60, ça permet encore d'ouvrir, de maintenir la croissance, tout en gardant la fructification. Voilà, c'est du judo, il ne faut pas aller trop fort, ni trop faible, il faut trouver la bonne dose. Moi j'aurais dit non, un arbre qui a la patate, même si tu l'arques, il va repartir, etc. Mais bon, moi je teste un petit peu à force de faire des arcures de plus en plus haut pour voir un petit peu si la vigueur se calme. Je fais ça moi je suis sur moi je veux bien intervenir aussi sur mon expérience. Je fais ça sur du merisier, ça marche très bien. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est il y a chaque situation est différente. Alors c'est vrai qu'Andy et Clément ils sont sur du caillou, donc c'est sûr que les arbres ils ont tendance ils ont tendance à trouver la roche-mère, et effectivement c'est super intéressant de se dire que si on les décapite, ils ont du mal à repartir. Bon, moi sur la plaine où j'ai 1,50 m de terre sans cailloux et la nappe qui est pas loin dessous, on peut se permettre sur du jeune, parce que du coup les jeunes sauvages ils sont aussi tout à fait greffables. Et quand on remplace la hauteur, moi j'ai tendance à greffer au pied, du coup, c'est vrai, c'est peut-être une lubie de pépiniériste de greffer au ras du sol, mais ils reprennent très vite en fait leur dimension, et j'en ai des très vigoureux. Au bout d'un an, ils ont presque recouvert toute la circonférence de greffage. J'ai tendance à greffer sur de la greffe en couronne, et même si je laisse qu'un greffon, par exemple, en couronne.
Ça marche très très bien, c'est très joli, ça fait des jolies cicatrisations et du coup ça me sert beaucoup de réserve de greffon jusqu'à ce que ça fasse du bruit un jour. En tout cas, on peut greffer des rameaux. Après, ça dépend effectivement des situations. Moi, du coup, j'ai un spectre d'intervention qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que je peux greffer effectivement des greffons que je viens juste de cueillir en mars, directement, et même avec des bourgeons débourrés. Avec le bourgeon apical débourré. Donc je greffe aussi des rameaux entiers, en couronne, donc très propre. Ce que tu disais là sur les rapidités d'exécution, longueur de greffon, de taille, etc. Et du coup, il a eu du mal à démarrer, mais finalement maintenant c'est une belle greffe qui est haute comme ça. Et le bourgeon apical avait déjà démarré, avait déjà débourré, il y avait déjà des feuilles grandes comme ça. Donc selon les situations où on est, selon la terre qu'on a, on peut essayer plein de choses. Après, bon, moi on dit que je suis assez disruptif sur les méthodes, c'est-à-dire que carrément j'habille les plants sur la plantation et je fais le trou après, quoi. Donc voilà, quand on vous dit il faut faire comme ça, essayer l'inverse, ça marche souvent. Julien, est-ce que tu mastiques les bourgeons dans ce cas-là? Est-ce que je mastique les bourgeons de tes greffons? Tu veux dire quand je greffe genre deux œils? En général, tu mastiques les bourgeons quand tu mastiques. Est-ce que tu veux du mastic sur les bourgeons aussi? Sur les bourgeons, non. Ouais, parce qu'il y a Andy qui fait ça. Et notamment le bourgeon apical qui démarre, je lui fais un gros coup de mastic, ça le ralentit énormément. Et ça prend le temps que la lune revienne. Et que la lune revienne par rapport à... Alors Clément vous démontrera ça. Mais on a des zones de greffage qui sont très très longues. Par exemple, cette année j'ai greffé en mai. J'ai des arbres qui sont grands comme ça. Donc voilà, selon les sols, selon les années, je trouve que ce qui est intéressant sur la greffe sauvage, c'est être opportuniste. Et dès qu'on a une opportunité de greffer quelque chose avec quelque chose qui est à côté, on tente. C'est assez génial. Et bon, la plupart du temps, au printemps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau dessous, donc c'est bien en sève et il y a un très fort taux de réussite. Hein, c'est clairement, régulièrement, à chaque fois on gagne, quoi. Sauf sur prunellier, moi j'en ai fait un pour essayer une fois. Il a fleuri, mais il n'a pas encore donné de fruits. Alors moi j'ai un peu les soucis inverses, c'est que ça pousse beaucoup, mais la floraison, bon, parfois. C'est un peu plus long. Deux remarques. D'ailleurs, en termes de timing, c'est l'heure de partir si vous voulez partir, mais moi je suis chaud de continuer et je pense que Julie et Julien sont contents de. Voilà. Donc, comme vous voulez. Alors je vais faire deux remarques. Il y en a une sur la hauteur à laquelle on greffe. C'est-à-dire que plus on va greffer haut et plus votre porte-greffe va s'exprimer. C'est-à-dire que si vous avez un porte-greffe nanifiant et que vous le greffez très haut, votre arbre va être très nanifié, petit. Voilà, et oui, c'est étonnant. Et donc, c'est intéressant à voir quel arbre vous avez et si vous greffez loin, qu'est-ce qui va se passer. Et l'autre chose aussi, je voulais dire, c'est que tu disais, on peut greffer les arbres très jeunes, et oui, tout à fait, sur les trucs pas très poussants comme le prunelier. Justement, quand tu le greffes jeune et que tu mets un prunier qui lui est très poussant, tu vas accélérer sa croissance. Donc, dans certains cas, ça vaut le coup, genre le prunier, on ne va pas attendre 50 ans qu'il soit gros comme ça pour le greffer. Pour d'autres. Voilà. Toi, t'as pas encore posé de question? Du coup, sur l'entretien suivi, on a beaucoup parlé. À part enlever les rejetons, il y a d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça. En gros, l'idée, c'est. J'en ai pas parlé parce qu'on était un peu speed, mais voilà, faut pas s'imaginer qu'un jour tu vas greffer dans un coin, tu reviens 15 ans après, tu viens récolter les fruits, quoi. Il y a un petit entretien, un petit suivi, il y a toujours un petit peu de petits rejets sur le tronc, il faut les supprimer. Plus tu vas greffer de branches et en fonction de ton espèce, et moins tu auras à le faire. Mais il faut quand même leur donner un petit coup d'œil. Et après, comme Andy le dit, moi je fais une grosse taille de formation, j'essaie d'arquer, etc. L'hiver d'après, je repasse un petit peu pour reformer. Et après, normalement, ça se gère assez bien, quoi. Voilà. Parce que je suis allé voir à Vannes ce qu'a fait Maurice Chaudière. Et ça date de 97, à part les panneaux, il n'y a plus grand-chose. Ouais, ce qui paraît, les chasseurs en tout cas, c'est aussi. Donc, ça l'arrange aussi. Moi, cette année, j'ai dû faire un entretien sur le gui. J'ai le gui. Les oiseaux viennent percher dans les arbres, ils laissent des graines et les gui poussent beaucoup dans les pommiers. Et c'est la première fois que j'ai dû faire une intervention, je me rends compte, depuis tellement longtemps. Et j'ai visité, et il y avait très peu de porte-greffe sauvages. En général, quand vous avez quelque chose qui sort d'une porte-greffe, ça témoigne un problème dans la partie aérienne. C'est qu'il y a un manque d'expression de la sève, il y a une sorte de refoulement, de pression, et ça sort par ailleurs. Et ça,
bon, souvent c'est soit le gui, soit il y a une branche qui a été cassée, soit en récoltant on a cassé des branches, on ne s'en est pas aperçu. Mais bon, le gui devient un vrai problème pour moi de... Ouais, j'ai pas ce souci. Ouais. Vous avez d'autres questions? Vas-y, du coup, je me demandais, tout à l'heure tu parlais de l'exemple de Granny Smith qui a été sélectionnée, où ça fait un certain temps qu'elle existe maintenant. Donc, le problème c'est que l'environnement écologique s'adapte à cette variété et a tendance à l'attaquer maintenant. Du coup, dans l'optique de faire des sélections, est-ce qu'on pourrait s'imaginer prendre un arbre et faire des dizaines de greffons de pommiers de semis naturels? Et dans ce cadre-là, sachant que ce sont des pommiers du coup qui n'ont jamais produit de fruits, si on les greffe sur un arbre pour avoir des fruits un peu plus vite, ce sera sans doute plus long qu'un greffon qui n'avait pas encore fait de fruits. Combien de temps ça mettrait, à peu près? Je sais pas, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 3-4 ans, je pense. Pareil qu'un plant qui a jamais produit, qui a déjà produit. Je pense que si tu le greffes sur un vieil arbre, je pense que c'est pas vieux. Tu le greffes bien à l'horizontale, même si tu fais des très grands greffons, en général, ça va être rapide. C'était là, ça c'est une photo que je vous montrais, là où on voit pas très bien, mais il y a plein de poires. Et ça, c'est l'année après, juste la greffe, quoi. Et pour montrer en fait, quand tu fais des grands greffons, tous les bois ne vont pas vouloir s'exprimer, tous les bourgeons ne vont pas vouloir s'exprimer pour faire du bois, parce qu'il y a les autres qui le font, et du coup, une partie des bourgeons vont s'exprimer et vont préparer du fruit pour l'année d'après. Donc, quand tu fais des grands greffons, tu as du fruit plus rapidement. Et ça va aussi pour les prémus. Je pense que c'est ça intéressant de revenir sur ça, et de dire, quand on greffe horizontalement, il y a un petit risque que toute la sève va dans le reste. Parce que si on a déjà un arbre en place, quand on veut ajouter quelque chose sur le côté qui n'est pas vertical, il reçoit très peu de sève. La sève va toujours être canalisée vers le vertical. Donc ces greffes horizontaux, c'est ok, mais dans la condition qu'on greffe tout le monde en même temps. Et c'est toujours la condition d'ailleurs, c'est que quand vous prenez un arbre avec plusieurs branches, il faut faire tout le monde. Si vous décidez de faire une branche et faire les autres l'année prochaine, mais la porte-greffe pousse là, votre greffon il va stagner, il ne va pas pousser. Vous essayez de revenir dessus sur les autres, et d'un coup, quand vous coupez les autres pour les pousser, mais c'est lui qui est déjà en place, c'est lui qui va peut-être prendre la sève et les autres ne prendront pas. Donc il vaut mieux qu'ils soient tous en même situation au moment de la greffe. On n'a pas dit. Bon, les contre-exemples existent, mais dans la plupart des cas, Andy a 100% raison, je suis connu. Toi, tu n'as pas posé de question encore. Par rapport au dérèglement du climat, parce que moi là je vais faire des expérimentations avec la région Occitanie, est-ce que vous avez commencé à voir comment, peut-être grâce aux greffes, on peut faire des adaptations pour le dérèglement? Parce qu'on a la chaleur, mais on a aussi des grands froids. Là, nous on a eu aucun fruit cette année, c'est la première fois de ma vie que je ne mange pas un fruit de chez moi. Et du coup, est-ce que vous avez commencé? Est-ce qu'il y a des pistes vous savez, où on peut se renseigner? En tout cas, ça c'est une grosse piste, c'est-à-dire de s'appuyer sur le local, le costaud, ce qui est déjà en place, quoi. Ces arbres-là, cet arbre, cette année, là, il a été recouvert de nachis, c'est un nachis, il est en plein cagnard, il a peu de sol, il est dans la broussaille, il n'a pas un pet d'arrosage, rien du tout, il se prend des sécheresses chaque année et il donne quand même des fruits. Donc, tu vois, s'appuyer sur ce qui est déjà en place, pour moi c'est ça la clé, quoi. Et c'est arrêter d'industrialiser au maximum la production fruitière. C'est-à-dire que là, le rêve de l'industrie, ça serait qu'on ait des pommiers qu'on plante, qui donnent des pommes, on arrache et on recommence chaque année. Ça serait beaucoup plus simple, on pourrait venir avec une moissonneuse et tout récolter, quoi. Et je pense que si on part sur des stratégies comme ça, où on laisse le temps aux fruitiers sauvages de s'implanter, et d'avoir leurs racines et qu'on va les greffer au bon moment, je pense que c'est la meilleure stratégie. Vas-y, Andy. Faut que je revienne sur la partie originale. Ouais. On a des différents types de porte-greffes. Le pépiniériste fabrique 5 ou 6 différents porte-greffes. Et puis il y a tout cet aspect arbre sauvage, comme ils disent. Dans le but absolu, ce sera super d'appuyer là-dessus, mais en attendant, ne vous privez pas. Vous mettez de tout. Vous mettez le petit miniature sur le balcon, l'arbre naine dans votre jardin de zone 1 en espalier, ou sur votre clôture du jardin de zone 2. Dans la zone 3, vous plantez les M106, c'est les semi-traçantes, et plus loin, les premiers francs, et vous laissez les arbres sauvages dans la zone 4. Okay? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture, le zonage est une sorte de définition de distance par rapport à un centre d'activité. Mais en fait, en choisissant chaque arbre sa place, il y a déjà une sorte de langage de zonage. Et puis, ceux qui sont proches, ils fructifient très vite. Les autres, ils prendront 3, 4, 5 ans. Les autres, encore 8, 10,
12 ans. Et quand les premières sont déjà mortes, les sauvages commencent à donner, mais comme vous voyez chez moi, c'est 36 ans d'expérimentation. Et là, on dépend uniquement de 60 arbres sauvages qui donnent tellement de pommes, on ne regarde même plus les autres. Je ne vais même pas aller voir qu'est-ce qu'ils donnent dans le verger. Tellement ils sont nuls par rapport à ceux-là. Mais pendant un certain temps, c'était tout ce qu'on avait. Donc il ne faut pas vous priver, quoi. Mais moi, je vous parle d'une condition sec où les situations sont rudes. Notre verger de zone 3, il n'est pas très productif et les arbres ont du mal. Par contre, dans le protégé, toutes les conditions sont bonnes, ça ressemble plus à la plaine. Il y a de l'eau, il y a de la bonne fertilité, le sol est profond. Là, j'ai des bons arbres et qui crachent tous les ans. Donc, c'est la situation de la prairie n'est pas favorable pour une verger. C'est vraiment des conditions hostiles pour une verger. Ouais, c'était juste pour dire aussi, le travail sur le porte-greffe, c'est important quand on est en pépinière. C'est-à-dire, c'est compliqué quand tu es pépiniériste de faire toi-même tes porte-greffes. Du coup, vu que tu passes par l'achat de porte-greffes chez des spécialistes, vu que souvent ils font de la bouture, c'est-à-dire que quand tu vends ta variété, tu as un clone aussi en bas. Et du coup, amener une résistance sur nos arbres qu'on va planter, ça va être intéressant aussi d'essayer de vraiment partir de pépins pour tous tes arbres et d'essayer de partir sur des essences locales. Moi, dans mon coin, avec Paysarbres, là, on a lancé une pépinière associative parce que le gars qui nous faisait des arbres, il a arrêté, il préfère faire du légume. Et on sait que par l'associatif, on n'est pas contraint par la rentabilité financière. Et du coup, on peut demander à tous nos adhérents d'aller chercher des graines sauvages. Allez chercher vos variétés de votre coin, etc. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a une pépinière associative et on a des arbres, on ne va pas en faire énormément, mais on va avoir des arbres qui ont la qualité qu'on veut avoir, quoi. Il y a des arbres greffés avec des variétés de chez nous, il faut le dire avec l'accent, sur les porte-greffes de chez nous. Voilà. On continue les questions? Vas-y, toi, par rapport à une vieille forêt, une vieille forêt de chênes, châtaigniers, des trucs comme ça, est-ce qu'on peut profiter justement de l'effet mycorhize déjà présent pour greffer justement qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, pour moi, trop d'ombre, pas de fruitier. Tu es obligé d'avoir le phénomène de clairière. Mais par contre, voilà, si tu arrives à créer la clairière, il y a des chances que un peu chétif, tu as des petits fruitiers et que quand tu fasses la clairière, ces petits fruitiers poussent. Mais après, en général, si tu es dans une forêt, tu as un sol suffisamment riche que même un arbre de pépinière acheté chez un escroc comme Julien, ça marche. Non, moi, je rigole. En fait, profiter du mycorhize, c'est plus compliqué que ça. Dans les prairies, vous avez les endomycorhizes et dans les forêts, vous avez les ectomycorhizes. Donc, ces deux mycorhizes ne font pas forcément ménage. Et pour pouvoir profiter de l'un ou l'autre, il faut des intermédiaires. Il y a certains arbres qui ont des rapports avec les deux. Ces arbres, c'est des négociations entre champignons. Et dans la friche, les arbres pionniers font ce travail parce qu'ils transforment la friche en forêt. Donc ils sont en train d'utiliser à la fois les bienfaits du endomycorhize et générer des relations avec les ectomycorhizes. Donc du coup, on a une opportunité où les fruitiers, eux, ils sont plutôt bénéficiaires de ces deux trucs-là, parce qu'ils ne poussent pas en forêt. Les fruitiers poussent dans les friches. Et d'ailleurs, les fruitiers ici, la plupart des sauvages ici vont bien, mais les fruitiers qui viennent d'ailleurs n'ont pas forcément les bonnes mycorhizes disponibles. Donc, c'est pour ça aussi que Morrison il a inventé une sorte de motif de la verger permacole qui a été repris par Stéphane Sobraillac là au Québec. Donc c'est une sorte de mélange d'arbres qui sont des intermédiaires, soit légumineuses, soit autre chose, et les fruitiers. Parce qu'il y a des arbres qui remplissent d'autres fonctions au niveau du sol. Et donc ça c'est pas que les brise-vents en fait. Les haies et les arbres en savane ne sont pas que les brise-vents, c'est des négociations en minéraux. Les lianes aussi, les ronces, les vignes, etc. sont très intéressantes. Genre si tu veux mettre proche de la forêt, si tu veux tirer justement la fertilité de la forêt, il faut créer un corridor. Ouais. Vincent? Ouais, c'est pour rebondir sur la question de la dame juste avant. Si l'arbre local il a grandi avec un certain climat, et là la problématique
qui nous arrive, c'est que le climat va changer. Donc est-ce qu'il ne va pas devenir obsolète cet arbre-là? Ou alors est-ce qu'il y a une chance en lui greffant des choses qui sont résistantes au nouveau climat, il va se sentir pas? C'est une bonne question. Je pense effectivement tu peux greffer des variétés plus résistantes sur des porte-greffes, voilà, mais en général c'est l'inverse que tu fais, c'est sélectionner ton porte-greffe. Donc ça va être peut-être chercher des variétés un peu plus loin et les remonter un petit peu. Ou alors miser sur les très vieux arbres qui eux ont vécu pas mal de choses et miser sur leurs semences à eux, peut-être. Je ne sais pas trancher et en mettant sur de moi. C'est la piste de Hervé Coves, c'est aller chercher un poignet de terre sur des vieux arbres qui ont réussi à s'adapter à ce type de climat et emmener ça et surcoudrer ça auprès des arbres qui ont... Bon, on n'a pas encore expérimenté ça, mais peut-être on va finir à faire ça. Si les corridors prennent trop de temps à mettre en place, c'est nous les agents vecteurs de la forêt qui doivent amener l'information nécessaire. Vas-y. Je suis dans le sud-est, donc il est très sec, et je pars d'une prairie, une ancienne zone agricole, et je voudrais planter. J'ai déjà planté des arbres achetés en pépinière, j'ai planté des arbres nus, mais je voudrais développer. Donc, j'ai pas de fruitiers sauvages sur le terrain. Donc, est-ce que je pars de noyaux? Est-ce que je fais des porte-greffes que je greffe? Est-ce que je plante des porte-greffes qui s'implantent et une fois qu'ils sont solides, je greffe dessus? T'as de l'eau à volonté? Oui, mais le but c'est qu'il soit plus costaud. Moi je ferais un peu des deux, c'est-à-dire je ferais en même temps des graines, des pépins, etc. Mais c'est assez subtil. Moi, à chaque fois que je le fais, j'ai beaucoup d'échecs parce qu'il y a le bureau qui vient tout bouffer, etc. Par contre, ce qui marche bien, c'est les arbres qui ont déjà démarré. Donc tu te fais ta petite pépinière et tu transplantes tes arbres. Ou alors tu achètes tout simplement chez un producteur d'arbres, genre dans ton coin il y a Naudet qui est vers Avignon je crois, ou un truc comme ça, qui vend des petits godets, des arbres en petits godets. Ça coûte 2-3 euros l'arbre en fonction de ce que c'est, ça peut mettre moins d'1 euro, et c'est des arbres qui repartent bien, quoi. Donc je pense que tu peux partir sur un peu tout, commencer à acheter des arbres chez Naudet par exemple, ou chez notre producteur de porte-greffes, et commencer à toi aussi faire ta petite pépinière d'arbres que tu vas transplanter, protéger, etc. Ouais. Ça dépend. Oui, la bonne réponse, c'est ça dépend tout le temps. Je pense qu'il est important, c'est ce que disait Andy, c'est de créer des conditions forestières avec des fruitières où on ne met pas que du fruitier, mais on laisse pousser l'herbe, on peut éventuellement, pourquoi pas, essayer de maîtriser un peu la ronce. Il y a de la bonne mycorhize sur la ronce, hein, et du coup de créer ces corridors et en démarrant par souvent une accumulation de matière organique, ce qui fait beaucoup moins de travail pour faire des trous aussi. Ouais. Pour la ronce, on peut prendre avec de la paille ou du broyat. Du broyat, paille, bois. Pour stimuler le... Ouais. Pour la ronce, pour pas trop être embêtant, on peut mettre de la ronce sans épines. Ouais, ronce sans épines, ouais. Après, il faut voir si la mycorhisation est aussi puissante, mais... En climat sec, la ronce sans épines, elle partira pas du tout. Il faudra l'arroser, il faut les conditions potagères pour qu'elle fonctionne bien. Donc... Et nous, avec les arbres, on installe des kilomètres et des kilomètres de haies. Et c'est un gros coup de tracteur là, avec un ripper. Ouais, c'est costaud. Et après, on implante notre haie, c'est un arbre tous les mètres. Gros paillage, boum, protégé en fonction de si t'as lapin, chevreuil, etc. Et les arbres, on a une très bonne reprise, quoi. Et on demande un arrosage au planteur par été, au moins un. Et dans ces conditions-là, on a 80% de reprise, quoi. C'est-à-dire que même en plein cagnard, les arbres ils tiennent avec juste un arrosage. Et c'est les plants, petits godets forestiers, quoi. Par contre, on ne fait pas que du fruitier, on fait tout ce qui est bon pour faire des haies, quoi. Avec des zoyas, ça fonctionne bien. Ouais, mais ça coûte trop cher. À cette échelle-là, ça coûte trop cher. Ouais. Voilà. Eric ? Une fois que tu as pris tes godets, tu les mets tous les mètres, une fois qu'ils ont brûlé, tu peux les séparer tous les mètres quand même. Bah là, l'idée c'est de faire des haies. Donc ils se gênent les uns les autres. Après effectivement, voilà. Moi j'ai un projet chez moi, j'ai envie de tenter de mettre des poiriers tous les mètres. Et une fois qu'ils sont assez grands, je les greffe entre eux. Pour voir. Je sais pas si je le ferai. J'ai déjà fait quelques arbres, quand ils sont un peu proches, je les greffe entre eux, c'est assez sympa. Vas-y. Attendez, on n'entend pas le monsieur. J'ai essayé, ça fait pas l'intérêt, mais de greffer plusieurs essences sur le même arbre. C'est vrai qu'on n'a pas répondu à ça. Toi, tu vas dire n'importe quoi. Donc... plusieurs essences, non, mais plusieurs variétés de la même essence.
J'ai certains pommiers, un en particulier, on est revenu d'un copain pépiniériste avec un gros passé de greffons différentes. Il m'a filé, j'ai passé la journée de taille avec lui. Et pour finir, j'ai cherché où je pouvais les conserver. J'ai trouvé un arbre fruitier sauvage et avec 2 stagiaires qui n'ont jamais greffé, on a passé la matinée. Il a fallu mettre des palets pour monter un peu parce qu'on n'était pas à l'auteur. On a fait 35 branches à 3 personnes, 16 variétés différentes. Et sur les 35, 30 ont prises, avec 2 personnes qui n'ont jamais greffé. Donc, et là maintenant, il fallait marquer tous les trucs, c'est super compliqué parce que... Donc, voilà, pardon, moi c'est à peu près pareil, ça c'est que la première fois, ça doit être en 2014, cette photo. Non, la photo doit être un an ou deux de plus, ça c'est je suis rentré de chez Andy m'a filé une botte de greffons. Et je suis arrivé chez moi et je fais bon, je mets les greffons, mais j'avais rien étiqueté, donc là j'ai du nachier avec de la William rouge sur le même arbre. Faut faire un peu gaffe, c'est un peu chiant ces arbres parce qu'ils n'ont pas la même vigueur sur chaque branche, donc c'est compliqué à gérer. Et sur certains arbres, ça peut perturber leur cycle hormonal, c'est-à-dire qu'il y en a qui fleurent un moment, puis un autre, etc. Et a priori, ça pourrait les fatiguer. Donc, pourquoi pas, il y a des choses qui marchent bien ensemble. Genre, au final, celle-là, elle marche bien, les 2 poussent à peu près la même vigueur. J'en ai un autre où j'en ai mis 4 variétés différentes, et il y en a 2 qui poussent super fort et 2 un peu moins fort. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué à gérer au niveau de la taille pour équilibrer tout le monde. Voilà. Mais pour une greffotex, c'est une super piste. Genre, voilà, là tu as ton arbre, tu as toutes les variétés dessus, tu sais tes branches, tu as ça, etc. Donc voilà, oui, mais c'est galère, mais pour le fun, pourquoi pas. Ouais. Si je peux me permettre, ça dépend de nos besoins, je pense. Si on a un petit jardin et on a envie d'avoir plusieurs fruits en même temps et tout, et on a la patience et le temps et la patience. C'est clair. C'est ça, c'est un arbre de zone 1, zone 2. Ouais. Mais si tu es agriculteur comme moi et tu as 60 arbres, et pour récolter, il faut aller faire un demi-arbre ici, 2 arbres là-bas, un là-bas et un là-bas, c'est galère totale. Alors maintenant on commence à dire, ok, on va faire regrouper un peu, et c'est beaucoup plus facile, c'est clair. T'as une question? Ok, vas-y. Est-ce que pour essayer de ramener de la vigueur sur un arbre? On a un arbre, un vieil arbre pas très poussant, une variété qui ne nous intéresse pas, est-ce que on pourrait, en faisant de la greffe, arriver à le... Par la greffe ou par la taille? Par la greffe. Au final, la greffe est une taille. C'est une taille, ouais, absolument. Mais bon, c'est une question, est-ce que ça va être dans la durée, est-ce que ça va tenir? Mais la première année, c'est sûr qu'il y a une réaction qui est assez vigoureuse et ça peut rejuvener. La taille de réjuvénation, c'est un élagage assez sévère. Et la greffe, un surgreffage, en tout cas comme je fais moi, ça résume à ça. C'est une taille très sévère, seulement on ajoute des greffons. Mais oui et non. En gros, je te dirais, si ton arbre est fatigant, c'est naissant, etc., il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus rien à faire. C'est genre un vieux cerisier ou un truc comme ça? Non, vieux pommier. Un vieux pommier, pourquoi pas? Ils sont assez sympas, des fois tu leur fais des... Quel diamètre de tronc il a? Ce n'est pas un vieux pommier. Il peut aller encore. Fais-le, Il est surmanifiant peut-être? Il n'est pas poussant. Non, une fois j'ai fait sur un truc comme ça, qui faisait 3 étages, il était couvert de gui, et le gars il m'a dit, je crois qu'il va mourir. On est allé sectionner toutes les branches, on a mis un échafaudage pour le faire, on a sectionné toutes les branches, on a levé le gui, on a attendu un an, et ça a poussé de partout, des jeunes pousses. On dit ça y est, c'est gagné, super, nickel. L'année après, on organise une fête de greffage, on est 10, on monte sur l'échafaudage, on a fait 100 greffes, sans compter, on a juste greffé tout le monde, mais c'était pile exactement 100 greffes, 70 sont prises, et le lendemain, l'arbre était mort. C'était la mauvaise lune, je pense. Le mec, il avait raison, quoi. L'arbre était en train de mourir, on essaie de la sauver, on lui a donné... On a chanté et tout pendant qu'on le faisait. Vas-y. On a une parcelle où il y a une centaine de noisetiers qui ne produisent plus. Est-ce que je pourrais essayer quelque chose? C'est la taille. Ça se greffe pas. Taille. C'est taille sévère. Sur le noisetier, on enlève tout ce qui est au-dessus de 10 cm de gros. On enlève tout ça. On enlève peut-être la moitié de ce qui est entre 5 et 10.
et on laisse tous les petits, et ça repart, et on fait ça tous les 15 ans. Et ça, et les noisettes... Ouais, vas-y Franck. Ouais. Et les figuiers? Les figuiers, ouais, la greffe est un peu plus compliquée parce qu'il y a la sève blanche là surtout qui est un peu poison. Donc il y a des techniques, genre quand tu fais des greffes par plaquage, tu vas insérer une écorce et au lieu de faire pile la taille de ton encoche, tu vas laisser un petit peu de jus pour que la sève s'écoule. Ou alors tu vas faire ta taille, laisser pleurer ton figuier et tu vas le greffer le lendemain, etc. Mais voilà, il y a plein de gens qui greffent les figuiers, qui arrivent par des petits trucs. Et puis souvent on le greffe pas parce que vu que ça se bouture bien, les gens préfèrent cette multiplication-là. Mais en conditions sèches, les figuiers, on est content d'en avoir un. Ouais. Pareil pour la noisette, on greffe par la noisette parce que tout ce qui en touffe, c'est compliqué à suivre après. C'est très compliqué, il y a toujours le porte-greffe. Et surtout la greffe est super difficile de noisette. Le taux de réussite, il est... J'ai jamais essayé. Moi je fais des marqueurs. J'ai essayé, pas réussi. C'est des figues qui donnent beaucoup, les figues sont moches. Ouais, c'est pour ça qu'on greffe en général le figuier, ça se tente. Ça se tente. Il y a une parcelle là, en forêt et, qui est remplie d'essence de fruitiers sauvages que j'aimerais greffer. J'ai l'intention cet hiver là, de couper pas mal d'arbres sur des grands frênes qui n'ont pas du tout de lumière qui rentre. Du coup, cet automne, là, je vais soigner tout ça en beaucoup pour refaire après du branchage, tout ça. Est-ce que vous conseillez de greffer dans la foulée ou d'attendre, on va dire, qu'il y ait un cycle qui passe, de voir comment la lumière rentre dedans, comment ça se passe pour les fruitiers? C'est beaucoup de prunelliers, il y a un pommier, il y a un peu d'amande d'épines. Moi je dirais greffe dans la foulée. Mais c'est trogner les frênes. Oui. L'idée c'est de couper assez bas, mais à hauteur et d'en faire du trogne après. Je pense que il faut finir tous les gros travaux avant de commencer les greffes. Ça c'est super important parce que vous allez cogner les greffes, vous allez détruire les greffes très vite. Juste on tourne avec un bracelet de branchage, vous allez les abîmer. Donc je pense tous les gros travaux et après, dans la foulée. Ouais. Petite question, j'ai entendu parler de la greffe de châtaignier sur chêne. Est-ce que tu as déjà fait? Alors greffe de châtaignier sur chêne, ça c'est... Chêne vert. Ouais, sur chêne vert, c'est encore Maurice Chaudière. Il y a des écrits historiques qui parlent de... Il y a quelques arbres en France qui existent. Il y a quelques arbres qui existent encore en France. Après, il y a un forum là sur greffer.net où il y a un gars qui a essayé 1000 fois et il en a loupé toutes. En gros, plein de fois il a essayé, il a changé de protocole, il a rechangé, etc. Donc ces greffes sont très anecdotiques, sont très difficiles. Et voilà. Et nous, on en connaît une dans notre coin qui a 15 ans. Et la greffe, elle n'est pas poussante du tout. Donc ça a l'air d'être vraiment anecdotique et vraiment difficile à produire. Voilà. Je pense, je sais pas. C'est dommage parce que pour les sols calcaires, ça aurait été... Ouais, ça serait sympa, mais je pense qu'elle est très difficile et très compliquée. C'est bon? Venez demain matin à 9h pour la lune.